bienvenue pour cet épisode hors série, encore un pour parler de jeux vidéo. C'est merveilleux. Ce soir, nous recevons Étienne de Shiro Games. Voilà. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Alors je suis Christophe, donc il y a Étienne et Charlie qui est avec nous, qu'on ne présente plus également. Ce soir c'est un épisode un peu particulier, donc un hors série, on va parler de Northgard, cette fois avec un artiste et pas un développeur. Donc on va prendre un autre aspect du développement de jeux vidéo, ce qui est aussi très intéressant. Et on va reprendre une structure un petit peu qu'on a déjà faite. Donc on va parler d'abord de Shiro Games, de la société, un petit peu du contexte. On va resituer un petit peu qui est Shiro Games. On parlera de toi, Étienne, dans un deuxième... Ça marche. Voilà, on va tout dévoiler. Toute ta vie. Toute ma vie. Ta vie, c'est ça, on a retrouvé des dossiers. Alors les photos de toi quand tu étais petit. Voilà, donc vous allez pouvoir poser des questions, n'hésitez pas, sur son parcours, sa méthode de travail, ses inspirations, etc. Allez-y, on prendra les questions à la volée. Dans la chatroom, allez-y, ouais. Voilà, et en dernière partie, du coup, on lancera le jeu et on fera un petit peu de partie gameplay commenté. Donc on continuera un petit peu les questions autour du développement du jeu avec Étienne qui nous a amené quelques éléments intéressants, du coup, jamais encore publiés. De l'exclu ce soir. Un peu d'exclu ce soir. Et puis on parlera un petit peu du jeu, on vous présentera un petit peu ça avec un gameplay commenté en deuxième partie. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer directement. Sur Shiro Games, donc, qui a Shiro Games. le studio qui édite le jeu, C'est qui a ça. créé le jeu, pardon. Alors Shiro Games, c'est un studio de développement de jeux à Bordeaux, du coup. Tout à fait. Parce qu'on invite des gens qui sont à Bordeaux. C'est plus pratique. Voilà, donc vous avez, c'est créé en 2013, 2012 2012 même. Octobre 2012. Ouais. octobre 2012. Pardon. Donc ça a été créé, co-créé du coup par Nicolas Canas et Sébastien Vidal. Tout Donc, à fait. Nicolas Canas qui était anciennement chez Motion Twin. Voilà, donc on a déjà parlé également ici. Donc qui est le directeur technique chez Shiro Games. Voilà. Donc c'est un peu un fork de Motion Twin quelque part, Shiro Games. Oui, il y a un peu de ça, oui. Il y avait une volonté pour Nico, enfin il venait du web et donc il voulait faire, alors je vais pas dire que c'est pas pour dénigrer les jeux web, mais c'est voilà, des jeux un petit peu plus ambitieux. Voilà, et puis Sébastien Vidal, donc qui lui venait de NCSoft. Tu veux peut-être en parler d'abord ou non? Et je t'en prie, vas-y. Sébastien Vidal, donc qui était responsable chez NCSoft Europe. Et, Ils sont les éditeurs de Guild Wars 1 et 2, Voilà. entre autres. Hein, voilà. Ils sont connus pour ça. Donc pour le coup, gros studio, et qui lui voulait faire des jeux à taille un peu plus humaine, voilà. Enfin des productions à taille un peu plus humaine. Donc voilà. Donc ils se sont rencontrés. Et Nico tout à fait. qui voulait monter sur des jeux un peu plus ambitieux et Sébastien qui voulait revenir sur des jeux un peu plus C'est ça. indés, etc. Ils se sont rencontrés, c'était merveilleux, ils se sont serrés la main. Parfait, du coup Shiro Games est né, c'est merveilleux. Et le premier gros coup en fait de Shiro Games était connu d'abord pour Evoland. C'est ça. Evoland qui est ce magnifique jeu plein de pixels mais qui évolue dans le temps. Qui évolue dans le temps vers de la 3D. C'est ça, donc c'est un jeu qui a été créé dans le contexte d'une Game Jam. Initialement le premier Evoland, il y a une version juste Game Alors Jam. tout à fait, il y a une version Game Jam. La Game Jam c'est un peu une culture d'entreprise, que ce soit à Shiro comme à Motion Twin d'ailleurs. Voilà, on en fait au moins une par an. Ça permet d'un peu de trouver des nouvelles idées et puis de se détendre aussi. Ouais, de booster la créativité. C'est ça, complètement. Et du coup, Evoland, qui était donc la compo de Nicolas, a gagné cette Game Jam, qui est le Doom d'arrêt. C'est ça. Et donc Nicolas a proposé l'idée de développer Evoland comme premier titre. Et du coup, ça a rendu ça. Donc ça a été repris de la compo et enrichi pour en faire un vrai jeu complet avec du coup plus de Tout à fait. gameplay, de contenu. Alors en fait, l'histoire c'est que le premier jeu de Shiro Game devait pas être Evoland, ça devait être Until Dark. Donc qui est un projet qu'on a fait par la suite et qu'on a abandonné, qu'on a stoppé. Mais simplement c'était un jeu assez ambitieux pour l'époque, risqué aussi. Faut savoir qu'au début de Shiro, on était 4. Donc il y avait Nicolas, Sébastien, Jérémy Vitry, qui venait d'Ubisoft, et moi-même. Et donc Until Dark, c'était clairement trop ambitieux pour un premier projet. Donc Nicolas a proposé de faire Evoland pour roder l'équipe, créer des outils aussi, ce qu'on appelle le flow de production, donc tous les outils qui vont nous permettre de créer le jeu. Nicolas avait jamais fait, assez peu fait de 3D vu qu'il venait du web, donc ça a permis aussi Evoland de mettre en place tous les outils de production 3D
voilà, pour pouvoir le faire. Quoi. Et pour comment on pouvoir vit faire pendant Until ce Dark. temps? Comment on vit pendant ces temps-là? Bah alors en fait c'était sur les fonds de Nicolas et de Sébastien. Voilà, c'est deux associés, c'est eux qui ont créé la boîte avec leurs fonds propres. Et donc voilà, le fait de... Il faut que je regarde la caméra, c'est ça? Comme poser des questions. Donc en fait, voilà, on a décidé aussi de faire Evoland parce que c'était un projet relativement court. On maîtrisait les enjeux. Et donc ça nous a permis aussi de faire entrer du cash assez rapidement aussi. Voilà, d'avoir une production relativement courte et efficace. C'est un jeu qui avait déjà rencontré un public et Complètement. une attente aussi derrière. Les gens voulaient y jouer, attendaient un peu plus de contenu, puisqu'en fait le premier jeu de compo était assez rapide à terminer. C'est ça. Du coup, ça a pas mal suscité de l'intérêt. Ça a suscité de l'intérêt. Il y a eu un buzz autour de ça. Et aussi, à l'époque, il y avait comment dire, les jeux indés étaient proposés sur Steam via Greenlight, donc était une plateforme un peu de validation des jeux indés. Et on a posté le trailer et là aussi il y a eu un petit buzz autour de ça et du coup on a été greenlighté assez rapidement. Et aussi comme Evoland est un jeu qui parle du jeu vidéo, ça a aussi intéressé pas mal les institutions. On a été exposé à Beaubourg, on a été exposé à Cap Science. Enfin voilà, il a parcouru un petit peu toutes les expos qui retracent voilà. les histoires du jeu vidéo. Du coup, c'est idéal on comme inclut support, Evoland parce que les étapes d'Evoland, en fait, donc les différentes étapes qu'on voit là pour le 1, on en parlera juste après dans le 2, c'est très fortement inspiré à chaque fois d'une époque du jeu vidéo, donc du RPG, plutôt japonais en général. Tout à fait. Et donc voilà, on retrouve le 8 bits monochrome, le 8 bits, le 16 bits, et on va jusqu'à la 3D, donc avec des inspirations fortes. On va retrouver du Zelda, du Mystic Quest, C'est ça, essentiellement de l'action RPG ou du RPG au tour par tour. Voilà. Alors bon, là c'est 3 étapes parce que voilà, il fallait un fil conducteur, mais il y a beaucoup plus d'étapes intermédiaires. En fait, dans chaque coffre, on va débloquer une évolution. Donc on a là, on a vu la palette Game Boy, Super NES globalement et de la 3D, début de la 3D texturée. Mais il faut savoir qu'entre temps, il y a aussi la 3D flat shading, ce qu'on appelle donc lisse, enfin plate quoi, non texturée comme on avait sur Saturn, les premiers jeux Saturn ou Mega CD. Encore avant, on a aussi une palette Famicom qui vient s'immiscer entre la phase Game Boy et la phase Super NES. Enfin voilà, on débloque vraiment un peu toutes les évolutions et aussi on aborde un petit peu les gameplays. Voilà. Dans le jeu, on va débloquer aussi des phases de gameplay, notamment le combat au tour par tour, etc. Il n'y a pas que le graphisme qui évolue, il y a aussi le gameplay dans le jeu qui évolue. Et donc c'est un jeu qui a rencontré un succès assez rapidement du coup. Tout à fait, oui. Et qui vous a permis d'enchaîner sur d'autres projets. Sur Until Dark, puisque c'est un projet reprise. Voilà, le projet qui devait être fait initialement. Donc voilà, on a pu commencer à travailler sur Until Dark à ce moment-là. Et du coup, la vie d'Until Dark. Alors la vie d'Until Dark. Parce qu'Until Dark, c'est un jeu qui n'est pas sorti. Voilà. C'était un projet sur lequel vous avez travaillé, un projet qui est parti, qui est revenu, puisque ça a été mis en pause le temps de développement d'Evoland. C'était repris après, et après, ça a été arrêté. Voilà, c'est un projet qu'on a stoppé simplement parce que on ne trouvait pas le jeu en l'état assez fun et il aurait fallu travailler vraiment beaucoup plus pour le rendre intéressant. Il faut savoir qu'Until Dark, on a commencé la pré-prod en 2013. Donc c'est un moment où on ne parlait pas encore de Zelda Breath of the Wild. Et le jeu Until Dark, c'était un jeu en monde ouvert, quoi. D'accord. Avec en plus des maps générées aléatoirement. Donc on pouvait contrôler quelques biomes, mais vous êtes fan de procédural en fait. Voilà, c'est entre Motion Twin et vous étiez à fond dedans là. Vous êtes tous montés, c'était un peu le leitmotiv à l'époque. Okay. D'ailleurs, Northgard a hérité un peu de ça aussi, puisque les maps sont générées aussi en procédural. Ah oui. Et avec des éléments contrôlés, mais voilà, c'est quand même généré. Et donc Until Dark devait être un open world. Voilà, où on combattait différents monstres, on avait différentes quêtes, un Breath of the Wild un peu avant l'heure. C'était sûrement un projet trop ambitieux pour le coup. Tu m'étonnes. À 4, on va faire un Breath of the Wild, les gars. On était un peu plus nombreux. Entre temps, on avait recruté un animateur, 2 graphistes aussi qui étaient venus renforcer un peu la prod, et 2 développeurs. Voilà, et malgré tout ça, bon, on avait le trailer est trouvable sur YouTube, hein, il suffit de chercher Until Dark trailer. Voilà, on avait un résultat qui visuellement était quand même très convaincant, mais voilà, derrière le gameplay n'était pas assez satisfaisant, donc on a préféré arrêter et enchaîner sur Evoland 2. Très bien.
Parfait, bel enchaînement, Evoland 2, voilà, avec une capture un peu fou, je suis désolé, je pensais qu'elle était de meilleure qualité. Donc Evoland 2 qui est en fait Evoland 1 +++, donc on reprend les mêmes mécaniques globalement d'évolution dans le parcours de jeux vidéo, mais avec beaucoup plus d'états, beaucoup plus riches en termes de... Alors, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup moins concentré sur les évolutions technologiques du jeu vidéo, enfin de l'histoire du jeu vidéo de manière générale. Là, on a plutôt essayé de construire une aventure avec l'évolution des gameplays dans le jeu vidéo. Donc c'est toujours un jeu vidéo qui raconte plus ou moins l'histoire du jeu vidéo, mais on a cette fois-ci une vraie aventure. Tous les styles. Voilà. Et on a une vraie aventure, on a différents gameplays, on a des phases de combat, de versus fighting, on a des phases de shoot 'em up. La trame principale reste un action RPG à la Zelda ou à la Mystic Quest. Et on a un peu de tour par tour aussi. Là, vous avez quand même beaucoup... Enfin, effectivement, il y a le dialogue, il y a l'histoire, il y a le graphisme, voilà. Beaucoup plus travaillé, les personnages, effectivement, tout ça est beaucoup plus compliqué. Et on va quand même avoir différentes étapes graphiques. Là, je pleure tellement c'est beau, si tu veux. C'est juste... Ça fera plaisir à Jérémy. Donc là, on était 4 graphistes principaux. Ouais. Il y a Anaïs qu'on avait recruté spécialement pour Evoland 2 à ce moment-là, qui est pixel artiste. Qui est graphiste 2D et qui fait du pixel art, qui s'est occupé principalement de la partie passée, parce que là pour le coup le jeu n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire qu'on commence pas en Game Boy pour finir dans un jeu 3D. Ça se mélange, ça se mélange parce qu'il y a des passages dans le temps en fait, et ces passages dans le temps sont justifiés graphiquement par des palettes de couleurs ou des traitements graphiques très différents. Donc voilà. C'est ça un petit côté Secret of Mana, effectivement. Complètement. Captain, on parlait, voilà. Et ok, ça c'est Chrono Trigger pour le passer dans le temps, remonter dans le temps, etc. Du coup, vous mélangez ça avec les changements de graphisme d'époque et tout ça, et ça fait. Et ça marche bien. Et ça fait Evoland 2. Et ça marche très bien. Donc ça a cartonné également. Evoland 2, oui, un peu moins que ce qu'on aurait cru, mais oui, enfin, c'est-à-dire qu'avec Evoland 1, il y avait un vrai gros succès, donc pour le coup, vous aviez une attente. Voilà, on avait une attente. Alors bon, le jeu a été complètement rentabilisé, et voilà, mais la production en tout cas, le jeu est un succès malgré tout. Mais voilà, on avait mis quand même nettement plus d'efforts que sur Evoland 1. Evoland 1, la prod, c'était 4 mois. En tout pour tout. Ah oui, voilà. c'est bien. Donc c'est extrêmement court. 4 mois à 4 personnes. Voilà, sur Evoland 2, on était passé à 8, plus les extras, les compositeurs, etc. La traduction, enfin bon, voilà, il y avait beaucoup plus de monde. Oui, vous aviez élargi tout ça. Et aussi, on a mis beaucoup plus de temps à produire, puisqu'on a mis un peu plus d'un an. Voilà. D'accord. Et donc vous aviez également travaillé plus l'aspect 3D. Donc là, on va retrouver plus Exactement. des éléments dans lesquels toi tu es intervenu, puisqu'on n'a toujours pas dit, mais ton rôle chez Shiro Games, donc tu es game artiste au sens large, et voilà. tu es principalement 3D lead artiste. Ouais, tu interviens. Oui. Globalement, je fais la 3D, voilà. 3D à Shiro. C'est ça en fait. Tu enlèves tous les bullshit words et en fait tu fais la 3D dans les jeux chez Shiro Games. C'est ça. Donc là, on a beaucoup d'éléments dans lesquels toi tu es intervenu. C'est ça, avec deux autres graphistes 3D qui sont intervenus sur le projet, Lucille Lacoste et Stéphane Materinski. Voilà. Et on a travaillé sur toute la partie future, en gros, d'Evoland 2, pardon, puisque la partie 3D en fait s'inscrit dans le futur du héros. En fait. Voilà. D'accord. La partie qu'on a vue juste avant, qui faisait très Secret of Mana, donc très Super NES, c'est la partie présent. Je ne vais pas trop spoiler, mais bon, globalement, ça arrive assez vite. Donc voilà, on thème en fait le temps par un traitement graphique. Voilà, évidemment, le passé, c'est la version un peu plus 8 bits, un peu plus NES. Voilà. Parfait. Et donc l'actu actuelle de Shiro Games, c'est Northgard, évidemment. Donc là, on a parlé un petit peu de l'historique chez Shiro Games et Northgard, mais on en parlera dans la dernière partie. On reviendra un peu plus sur le jeu dans le détail. J'ai vu passer du Blender et Smoothie, c'est un rapport avec la 3D, alors, le Blender la vraie question, c'est Blender en fait, les outils que tu utilises, mais on en parlera juste après. D'accord, ça marche. Voilà, c'était ça, mais Captain n'a pas compris la question derrière. Voilà. Au niveau du studio, vous êtes combien maintenant du coup? Alors maintenant, on est une quinzaine. D'accord. Voilà. Ah oui, vous avez bien grossi du coup. Oui. On a embauché pas mal de postes, on va dire, intermédiaires, qui sont, enfin, je vais pas dire qu'ils sont pas impliqués directement dans la prod, mais qui servent à faire tourner le studio de manière générale, un community manager, parce que c'est important maintenant, on vend avant tout un jeu par sa communauté. On a embauché un game designer, entre autres, voilà. Donc des rôles qu'on faisait jusque-là, et on a décidé de laisser ça à des gens dont c'était vraiment le métier pour le coup. D'accord. Voilà.
Ok, bon, ton community manager, il faudra lui dire de venir regarder les tweets de Voilà, Geeking. bon, bah, Adrien, voilà, faut Voilà, retweeter. Hein. Il est pas dans la liste, c'est pas bien ça, c'est pas bien. Non, c'est très bien, donc vous avez pas mal grossi, c'est dans le cadre effectivement de la prod de Northgard parce qu'il a la capacité à monter dessus, parce qu'il y a des ventes qui se font, etc. C'est très bien. On reviendra sur Northgard, mais la question c'est effectivement sur le studio qui grossit, ça c'est super bien. Du coup, vous avez aussi embauché c'est des bullshit artistes, c'est ça? Des bullshit artistes, ouais. C'est ça? Alors ça c'est côté Motion Twin. Hein. Ah, il n'y a que eux qui ont ça, vous n'avez pas vous. Bah on a Adrien pour le coup qui fait community management, ça fait partie D'accord. du bullshit. Et on a embauché un producteur aussi. Voilà, pour gérer un petit peu plus l'information. Voilà, on a travaillé, depuis Northgard en fait on a travaillé sur 2 projets. L'autre n'est pas encore sorti. Et on scinde l'équipe encore en 2. Voilà, donc ça permet de faire un peu le lien entre tout ce monde-là et de continuer à Mais du coup, faire le studio. Oui. ouais, vous commencez à avoir une vraie formation, une vraie équipe autour de la production de jeux, comme un vrai studio en fait. Vous êtes moins sur l'aspect studio indé où vous êtes 4-5 sur un bureau. Il n'y a pas que le fait de monter en charge, vous êtes plus nombreux mais vous êtes plus organisés aussi. On est plus organisé, on essaye de se spécialiser aussi. Maintenant, on essaye de faire en sorte qu'il y ait toujours une synergie qui est propre au studio indé. Voilà, enfin tout le monde a un petit peu son mot à dire dans un peu toutes les étapes du process. Voilà, que ce soit en game design, voilà, n'importe quel développeur ou n'importe quel graphiste peut dire bah non là le game design ça va pas, enfin il y a un truc qui me chiffonne, voilà, et du coup notre voix est quand même entendue. Et donc on essaye quand même de garder un peu cette force vive qui est propre au studio indé. Très bien. Les longues parties de test, comment ça se passe quand on a un petit studio comme ça? Alors, il y a plusieurs choses. Le premier test, déjà, il est fait par les graphistes. Simplement, on teste visuellement la qualité de ce qu'on produit. Ensuite, on va forcément tester le gameplay. On fait des parties entre nous, savoir au moins déjà si c'est fun, c'est le premier critère, je veux dire. Et après viennent on va dire les tests un peu plus techniques, les tests en multi, etc., voir si ça tient la route. Et puis pour Northgard, après, on a eu la chance de faire un early access. Oui, l'accès anticipé, voilà, là, accès anticipé qui permet de... test nature, mais c'est ça, de faire un test de grandeur grande nature. ampleur. Voilà. Sur différentes configurations, ça aussi c'est un truc qui est assez difficile à avoir, surtout quand on travaille sur PC où on a parfois des configurations très exotiques. Donc, ouais. On reviendra sur l'aspect effectivement communautaire, Steam, etc. dans le contexte de Northgard, on en parlera juste après, ça marche, c'est clair. Moi j'ai plus de questions sur Shiro Games, on peut pas en parler. Non. Bon, du coup, la société se porte bien. Tu nous as dit à demi-mot que vous aviez d'autres projets. Exactement. On travaille sur 2 autres projets. Alors malheureusement, je peux pas en parler plus que ça parce que c'est encore en phase de test. Comment ça? Non, mais c'est encore en phase de test. Resserre-le. On ne sait pas si les projets vont être validés, etc. Donc voilà, on ne voudrait pas non plus reproduire le schéma Until Dark à se lancer de suite dans une production qui ne sera pas viable à court ou à long terme. Donc voilà, donc on essaye de poser un pas après l'autre. Et voilà, donc d'être prudent. Je peux pas en parler plus que ça, mais voilà, on travaille sur plusieurs projets. Ouais. L'essentiel, c'est que ça se bon porte signe, bien. voilà, tout à fait. C'est bon signe, c'est normal de commencer d'autres projets et voilà. Captain qui me dit c'est juste entre nous, allez, ça sortira pas d'internet. Compte sur vous, ça sortira pas d'internet. Bon, très bien, tant mieux. Du coup, ça sera une occasion pour se revoir. Exactement, avec grand plaisir. Ça, elle est casée, c'est bon. Bon, est-ce qu'on parle un petit peu plus de toi, du coup, indépendamment de Shiro Games? Alors, toi, Étienne Makowski, si je mets le bon titre qui marche bien, aussi connu sous Imac. Travaille sur Star Citizen 2, pourquoi? Alors non, c'est de la private joke interne à notre communauté, si tu veux. Il y a un truc autour de Star Citizen, parce qu'il y a des gens qui ont backé le jeu, et même qui ont mis beaucoup d'argent dedans, et du coup, il y a un petit peu de private joke autour de ça. Voilà. Donc non, vous restez indépendant, c'est-à-dire vous faites des jeux pour vous, pas sur des commandes. Donc ça, c'est plutôt cool. Oui,
C'est une vraie liberté et surtout ça permet en termes de production déjà de pas subir, en tout cas à Shiro, ce qu'on appelle le crunch, qui est bien spécifique au domaine du jeu vidéo. On a entendu parler un peu. Ça, on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. C'est voilà, ce qui consiste à rester des week-ends ou des journées, des mois complets à travailler. C'est un sprint final, mais en version sur un mois, voilà. 2 mois, suivant la durée de la production. Donc bon, à Shiro, pour le moment, on n'a pas connu ça et j'espère que ça va continuer. Mais en fait, vous l'étalez dans l'accès anticipé, en fait. Ça permet aussi de diffuser ça, peut-être. Ouais, en fait, on n'a pas vraiment de... on a une roadmap, on se dit, bon ben voilà, le projet, il faut pas qu'il coûte non plus tant, donc on va passer tant de temps dessus. Et puis après, il y a les calendriers, mais qui sont ceux du monde du jeu vidéo en général. C'est-à-dire que par exemple, très mauvais plan pour un studio indé de sortir un jeu en octobre-novembre, là où tu as toutes les sorties de Noël et les triple A. Voilà. Donc il y aura... oui. Les gros poids lourds à éviter, Red Dead 2, tout ça. Voilà, et puis ou les sorties console, enfin voilà, quand c'est... Il y a des mois à éviter, donc, et puis il y a des mois forcément privilégiés, avril, février, voilà, des mois un peu plus propices. Donc on a ce calendrier-là, avec toujours des paliers qui sont les conventions, Gamescom, etc. Les annonces pendant les conventions, voilà. Ou conjointement. Ça peut rythmer une production aussi. En tout cas, ça peut donner des étapes pour une démo. Voilà, on se dit, pour telle convention, il faut au moins qu'on ait 3 personnages jouables, 2 décors, etc. Enfin bon. Et vous y allez, alors à votre échelle, vous y allez vous-même en convention? Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait, il y a une petite délégation qui se déplace avec une démo, on rencontre des journalistes, généralement on a un booth, alors bon voilà, ça dépend après du type de convention, si c'est alors les conventions grand public type Paris Games Week, voilà, on les fait pas trop, mais sinon... Ça coûte cher et c'est pas forcément votre intérêt immédiat, enfin en tout cas à votre échelle. Non, on fait plutôt des salons professionnels, voilà. C'est ça. Type Gamescom, c'est vraiment l'occasion, c'est ça. Très bien. Super. Donc toi, Étienne, c'est marqué là. Donc j'ai noté, alors je vais pas tout dire parce que sinon du coup tu vas même pas parler. Donc tu es globalement dans le jeu vidéo depuis 12 ans. 13 même. 13, puis ça fait 2 fois que j'ai 2005. 2005. Donc c'était avant Shiro Games. C'était bien avant Shiro Games. Oui. Alors par où t'es passé, qu'est-ce que t'as fait? Alors j'ai fait une fac d'art plastique. Alors parcours assez atypique, oui et non, parce qu'en même temps, à l'époque, il n'y avait pas tant d'écoles de jeux vidéo que ça. Pour le coup. Donc on prenait un peu les graphistes où ils venaient. Hein. Donc j'ai fait une fac d'art plastique et j'ai... Mais t'es quand même un artiste à la base. Oui, ça m'a toujours plu et puis j'ai toujours voulu bosser dans le jeu vidéo. Voilà, j'ai toujours aimé dessiner. Et voilà, en jouant à Wonder Boy 3, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Wonder Boy 3, la première référence est sortie, ça c'est une de mes autres questions, c'est bien. Et du coup, voilà, fac d'art plastique, 5 ans. J'ai terminé par un DESS gestion de projet multimédia. Parce qu'il fallait bien terminer à un moment et puis je voulais... Le seul truc où il y a de l'informatique et de l'art, c'est ce truc-là, c'était multimédia. À l'époque, multimédia, c'était genre tu fais des dessins, des trucs qui sont un peu artistiques dans l'informatique. Multimédia, c'est dedans. Alors, ceci étant, à la faculté, il y a aussi des cours d'infographie. Je ne sais pas si le professeur qui était en charge à l'époque est toujours là, mais il est très compétent et du coup, c'est lui qui m'a vraiment donné le goût aussi à la 3D, à la modélisation et voilà, qui m'a intéressé à ça. Donc, après, j'ai continué par moi-même, mais j'ai creusé un petit peu. Mais voilà, en tout cas, je viens de la fac. Voilà, j'ai pas fait de grandes écoles. Déjà à cette époque, quand tu étais étudiant, tu commençais à toucher les jeux vidéo un peu Oui, ou pas? complètement. D'accord. Tu parles de la création ou... Oui. Alors création non. Par contre, je m'intéressais énormément à la modélisation base def. D'accord. Voilà, parce que je voyais ce qui se faisait sur PlayStation ou sur Saturn et je trouvais ça excellent qu'avec 3 triangles tu arrives à poser un univers. Oui. Donc voilà, donc ça m'intéressait et après voilà, je me suis inscrit sur des forums de graphistes qu'il y avait à l'époque, voilà. Type Shyness, voilà, il y a un jeu qui est sorti récemment. Voilà, mais qui est né un peu de cette étude de forum là aussi. D'accord. Donc voilà, je me suis intéressé à la 3D, j'ai pratiqué un peu tout seul et... Parce qu'il y avait déjà les outils qui permettaient de développer... Oui, il y avait déjà des licences 3ds Max qui circulaient, donc... C'était plus long juste, hein. Ça mettait plus de temps à calculer, mais... oui, mais voilà, comme c'était la 3D temps réel qui m'intéressait, c'était avant tout la modé. J'étais beaucoup moins focalisé sur le rendu ou voilà, sur l'image de synthèse. Enfin, ça me plaisait, mais voilà, Toy Story, ça m'a pas fait fantasmer plus que ça. Voilà, on nous dit effectivement Captain avec 2 triangles qui faisaient Lara Croft. Donc, effectivement, déjà à l'époque, carrément. Très bien. Donc ça, c'est ta formation c'est ça. Du coup, ton parcours. Et donc ensuite, j'ai, comme
dans tout bon fin de cursus qui se respecte, il y a un stage de fin d'études. Donc je l'ai fait à Mad Monkey, qui est un studio qui malheureusement n'existe plus maintenant. C'est ça. Donc un studio bordelais qui est né des cendres de Callisto. Encore un. Encore. Ouais. On en reviendra. Il y en a beaucoup. Mais alors je l'ai noté sur l'histoire de Bordeaux, c'est particulier. Il y a un écosystème bordelais autour du jeu vidéo qui a un vrai historique. Tout est né de Callisto. Alors, on pourra en parler maintenant. C'est que Callisto, qui avait été fondé notamment par Nicolas Gomme, a créé en fait tout un écosystème de jeux vidéo sur Bordeaux. Et c'était le premier studio, le premier vrai studio de cette envergure, de cette ampleur-là sur Bordeaux. Et donc Callisto a décédé. Il a subi enfin, c'était pas le seul, mais il y a eu une crise globalement au niveau de la France. Et Callisto était les premiers aussi dans le tas à prendre ça. Du coup, ça s'est fermé. Et du coup, il y a plein de gens qui se sont retrouvés sur le carreau. Qui étaient dans l'univers du jeu vidéo. Plus de 200, je crois, à l'époque. C'est ça. Callisto. Donc, et ça a fait plein de petites retombées avec des gens qui ont eu des compétences, des formations et qui ont eu envie de continuer, qui ont recréé plein d'autres boîtes. D'autres boîtes qui ont revécu, qui sont mortes depuis. Après, bon, le jeu vidéo, c'est particulier. Il y a aussi les cycles de console, surtout quand on fait de la console. Donc, pas forcément évident de s'adapter ou de perdurer. Donc voilà, j'ai travaillé pour Mad Monkey, où là, on n'était pas éditeur, on était juste développeur. Donc, on a travaillé pour Mindscape, Ubisoft, Activision. Et là, Total Spice, Fort Boyard, t'osais pas le dire, mais moi j'ai noté les noms. Hein. Ah non, mais pas de problème. Du lourd. C'était, alors c'est pas des jeux qui ont une très bonne presse, mais néanmoins c'était des projets captivants, quoi. Donc moi j'ai fait mes premières armes dessus et Total Spice, c'était un des projets les plus grisants que j'ai fait. Voilà, alors que je suis pas du tout public cible, mais voilà, respecter déjà. Ouais, non, mais l'univers est plutôt cool, quoi. Enfin, c'est bon enfant. Ouais, c'est ça. Voilà, respecter les contraintes d'une vraie charte graphique. Tu pouvais enfin mettre en application ce que tu faisais côté perso. Et puis c'était top, non, franchement c'était une très bonne expérience. Callisto, est-ce que c'est eux qui ont créé le 5e élément Tout à fait. Oui, tout à fait. Ouais. C'était un des derniers. 5e élément, New York Racer, et avant ils ont fait Darker, ce qui était, je pense, leur plus gros succès, en tout cas critique. Complètement. Et voilà. Et à Sobo aussi, il y a des gens qui viennent de Callisto avant, enfin un peu partout. T'es passé quand même avant par la créa multimédia, avant du print, du design web. Ouais, un peu de design web, mais enfin bon, je faisais plus ça à côté de mes études. Voilà, side project plutôt que complètement. Okay. Ensuite, après Mad Monkey, j'ai eu une période où j'ai fait un peu de freelance. J'ai aussi travaillé pour BigView, qui est une boîte qui fait essentiellement de l'imagerie numérique, globale, de la pub, etc. Où j'ai travaillé pour l'armée, globalement. Voilà, je modélisais des tanks, des fusils d'assaut, des trucs comme ça, plein d'assets. C'est bien ça. Alors, ça peut servir dans le jeu vidéo, remarque. Ça peut servir, complètement. C'est clair. World of Tanks, voilà, c'est inspiré. Eh ben oui, enfin, en l'occurrence, il faisait tourner des trucs sous Arma, donc ouais. Ah, déjà, purée, c'est excellent. Et ensuite, j'ai rejoint Nicolas Gomme, pour le coup, dans une boîte pour laquelle qu'il avait monté à l'époque, et il s'appelait Mimesis Republic. Voilà, et j'ai travaillé sur la licence Black Mamba, donc Mamba Nation, qui était une version jeu Facebook et mobile de l'univers Black Mamba. D'accord. Et suite à ça, donc j'ai appris par un collègue que Nicolas Canas quittait Motion Twin pour fonder sa propre boîte, et j'ai dit bon bah voilà, on va faire le test. Tu connaissais Nico avant de... Oui, on avait déjà un peu discuté. Et alors donc voilà, il y a ce test qui s'est présenté. J'avais déjà, après le jeu vidéo bordelais, c'est un microcosme quand même, tout le monde se connaît plus ou moins. Et à force, on va tous les connaître. Vous allez voir. Et du coup, voilà, pendant l'entretien, alors c'était au début, Until Dark devait être un jeu 2D, vue top-down. Et donc j'avais vu les tests de mes collègues. En effet, ils avaient fait du concept de personnages, des personnages animés, tout ça, et c'était de la 2D, puisque c'était plus ou moins hérité du Flash. Enfin, la techno qui était employée à l'époque, c'était plutôt du Flash. Et donc moi j'ai dit à Nico, bah ouais, moi je fais de la 3D, donc le test je vais le faire, mais je vais le faire en 3D. Je ferai un rendu 2D s'il faut, mais et en fait ça a plutôt bien matché, et voilà, donc on a fait par la suite Evoland, et donc je me suis occupé de la partie 3D sur Evoland. Cool, parfait. Tu étais déjà là pour Evoland. Le dernier niveau donc. Le dernier niveau, tout à fait. Celui sur lequel t'es jamais allé, tu vois. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Très bien, merci pour ce résumé. Alors du coup, plus sur
ta façon de travailler, quel est ton processus de création globalement comment tu vas chercher des éléments, comment on t'alimente en éléments d'inspiration, qu'est-ce qu'on te demande et comment tu digères ça en fait? Alors, à Shiro, c'est très énergique comme processus de production. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a une demande qui est faite, que ce soit par un game designer ou bien par la prod en général. Je veux dire, l'entité un petit peu, voilà. Il y a ces besoins qui arrivent. Et donc, on me dit par exemple, voilà, il y a besoin d'un niveau qui se passe dans les catacombes. Donc là, on fait des recherches clairement sur le web, l'inspiration, Lord of the Rings, n'importe quoi, tout l'univers geek et l'imagerie qui est associée. Et de là, ou alors on prend des concepts. Moi, je suis plutôt modeleur, donc j'aime bien partir direct dans la 3D en fait. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Quitte à me virer un petit peu, mais d'abord, non, c'est direct, tu fais un modèle et tu vois. En fait, j'ai pas un talent particulier en dessin, vraiment, par rapport à Jérémy, voilà, qui est un illustrateur vraiment talentueux, mais voilà, moi j'ai pas ce skill-là, donc j'aime bien partir dans la 3D directement. Alors je fais un gribouillis, mais c'est relativement sommaire, et j'attaque direct ma modé en fait. Et j'aime bien le travail de ce qu'on appelle le hand paint, donc le travail de texture par la main. Et donc je viens peindre directement mon modèle via des logiciels adaptés. Voilà. Alors on va y venir juste après. Du coup, on nous demande, et c'était justement ma question suivante. Merci Chilo et bonjour pour la question. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel pour faire de la 3D? Donc tu as parlé de 3ds Max tout à l'heure. C'est ça, en fait, moi je suis un fils de Max. D'accord, 3ds Max. 3ds Max exclusivement. Exclusivement, c'est vrai? Exclusivement, non, enfin oui et non. Maintenant on est forcément, voilà, c'est là où je suis le plus à l'aise, puisque c'est là où j'ai fait mes premières armes, pardon, et c'est le logiciel que j'ai appris tout seul, donc vraiment voilà, je connais plus ou moins les tenants et les aboutissants, donc maintenant on est forcément obligé de travailler sous ZBrush pour le sculpte. Ouais, je vois un ZBrush qui passe. Alors oui, il fait de la 3D aussi, hein. Chilou qui est là dans la chatroom, il fait de la 3D. Alors ZBrush aussi, voilà, surtout pour les prochaines prods qui vont en demander. Jusque là il n'y en avait pas spécialement besoin. ZBrush c'est surtout très utile pour faire ce qu'on appelle la normal map, c'est-à-dire en gros une texture qui va servir à donner du relief là où il n'y en a pas. D'accord. Voilà, ça sert à faire un sculpte et en gros on va avoir un modèle très détaillé, par exemple une roche avec des crevasses, des fissures, des trucs comme ça, et on va venir plaquer notre modèle base dev dessus, et donc on va quand même avoir ces textures avec ces crevasses et tout ça. Voilà, ce relief qui n'existe pas. Et donc voilà, jusque là on n'en avait pas besoin. Pour Northgard, on a privilégié aussi une techno relativement simple en fait. Du coup, pour peindre tes textures, tu le fais avec quoi? Je le fais avec 3D Coat. Qui est un logiciel vraiment pas cher. Alors pour le coup, je conseille ça vraiment à tous les étudiants en graphisme 3D. En plus, la licence étudiante coûte vraiment rien. Tu l'écris comment? 3D Code comme un manteau, c'est WAP. T'habilles ton modèle en fait. Et voilà, c'est ça. Et en fait, tu viens peindre directement sur ton modèle 3D. Si tu as le géant viking, là, le petit GIF. Celui-là le GIF avec qui peint. Voilà. C'est ça. Voilà, là on voit les différentes étapes, c'est-à-dire qu'on a vraiment une première passe avec où je mets mes teintes, juste mes teintes, et derrière après je vais travailler les volumes à la main, placer les ombres. Alors bon là ça demande quelques connaissances en anatomie, mais voilà, rien de bien méchant, et ça permet de créer des volumes directement. Tu peins du coup directement sur le modèle 3D. Sur le modèle 3D, voilà. Tu fais bouger le modèle et tu peins directement. Comme un Photoshop, sauf qu'en plus on a quelques raccourcis clavier qui permettent de faire tourner le modèle. D'ailleurs maintenant les dernières mises à jour de Photoshop permettent aussi de peindre sur des modèles 3D. Donc, ah oui, voilà. Tu fais un peu comme du modélisme et du maquettage. Complètement. En fait, un peu comme les maquettes, oui, c'est du travail de figurine. Travail de figurine, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est je vais dire globalement les mêmes techniques. Enfin, c'est assez analogue. On va travailler, je vais travailler en fait par rehaussement de valeur, c'est-à-dire que je vais travailler du plus sombre au plus clair, et un peu comme sur des figurines Warhammer où on va d'abord travailler une couche sombre et après on va venir éclaircir le modèle. Ah. Alors j'ai retenu quelques modèles que tu as sur ton portfolio en fait, sur 3D Artist. Sur ArtStation, exactement. Donc ça, c'est un modèle de Until Dark donc, que vous n'avez pas vu. Ça ressemble à Okami quelque part. Il y a un peu de ça, oui. Il y avait pas mal de créatures fantastiques dans Until Dark. On avait un bestiaire un peu original, et même sur des créatures de base, on essayait quand même de partir un peu dans la fantasy. Alors il n'avait pas ces couleurs-là sur Until Dark, il était plus sobre. Il était dans les tons orangés, c'était un renard, quoi. Donc moi j'ai un peu adapté pour ma galerie, mais oui, c'était un petit peu ce type de créature-là qu'on avait sur Until Dark.
complètement. Enfin, il est extrait en tout cas d'Until Dark. Donc tu mets les textures en bas à droite, c'est pour montrer le travail de peinture Voilà. et de dessin que tu as fait, en fait, séparer l'aspect modélisation de l'aspect plutôt touche un peu plus manuel quelque part. Complètement, et aussi montrer un peu, alors là c'est le mauvais exemple, mais de montrer le travail d'optimisation. Voilà, là pour le coup, voilà, c'est beaucoup plus optimisé. Là on va plus le voir, donc voilà, là, on voit sur les 4 textures, en fait, il y a très peu d'espace vide, tout est occupé, et donc, alors c'est moins vrai maintenant, puisqu'on a beaucoup plus d'espace mémoire, etc. Les ordinateurs sont beaucoup plus performants, mais à l'époque, surtout, moi j'ai travaillé sur DS, on avait des contraintes extrêmement fortes, donc il fallait optimiser sa place partout où on pouvait faire des textures en miroir, c'est-à-dire mapper le genou gauche sur le genou droit, voilà, on utilisait la même texture et on faisait juste un effet miroir, etc. Enfin tout ça c'est de l'optimisation. C'est super intéressant parce qu'effectivement... Voilà, c'est vital sur des petits supports comme la DS et donc voilà. C'est pour ça que les cartes graphiques actuellement ont de plus en plus de mémoire et en fait c'est l'impact qu'il y a quand vous changez de mémoire sur la carte graphique, c'est le fait de pouvoir avoir de plus grosses textures. C'est ça, complètement. Plus gros détails, plus de détails effectivement. Et donc c'était une autre question que j'avais, c'est effectivement faire de la 3D comme ça, il y a en général, du coup tu peux te faire plaisir, et dans le jeu vidéo tu as des contraintes qui arrivent, et ça c'en est une, il y en a beaucoup d'autres comme ça, des contraintes qui sont liées au développement dans le jeu vidéo, les textures, l'utilisation, il y a peut-être les couleurs, les capacités, les palettes. Non, pas spécialement, enfin alors c'est de moins en moins vrai, hein. C'est-à-dire que maintenant on va surtout essayer d'optimiser les rendus. Voilà, les passes de flou, de fog, etc. Enfin tout ce qu'on appelle les shaders, ça on va essayer de les optimiser en GPU, donc en graphic processor, puisque... Mais ça c'est pas ton travail. Non, c'est pas mon travail, voilà, mais c'est là-dessus en fait, parce que ça fait partie des paramètres globaux. Et du coup, si on peut optimiser un jeu rapidement, c'est là-dessus qu'on va travailler. Maintenant, c'est sûr qu'on va pas envoyer un modèle avec 12 milliards de triangles, parce que ça n'a pas de sens, on sait très bien que la carte ne pourra pas le faire tourner, mais on se pose beaucoup moins la question du nombre de polygones. Ça, c'était beaucoup plus vrai sur les consoles jusqu'au 128 bits à peu près. Voilà, on avait un nombre de polygones, voilà, ou de triangles par image, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup moins vrai maintenant, et surtout que maintenant on passe par des LOD, c'est des level of detail, c'est-à-dire qu'on va travailler un modèle avec beaucoup de triangles, un modèle vu de près, et ensuite on va faire des déclinaisons de ce modèle un peu plus, enfin avec un peu moins de triangles, suivant, en fonction de la distance de la caméra. Ou loin de la caméra, du coup tu vas avoir un modèle plus ou moins détaillé. C'était déjà le cas, voilà, un très bon exemple c'est sur FF10, on voit les personnages par exemple ont des mains avec des doigts quand ils sont en gros plan, et dès qu'ils sont en arrière-plan ils ont des moufles. C'est ça. Super. Alors du coup, j'ai ce modèle là, du coup là tu parlais, donc la normal map c'est ce qu'on voit en bas à droite. Complètement, voilà. C'est ce qui permet en fait, donc on voit pas de détails, par contre ce qu'on voit dessus c'est qu'on voit un effet de relief. C'est ça, il y a un effet de bas-relief, et en fait c'est toutes les craquelures qu'il y a sur les ailes, sur l'armure, etc. qui vont venir impacter la lumière, enfin plutôt la lumière va venir impacter le modèle. Elle va venir rebondir sur le modèle, non pas par rapport à sa géométrie, mais par rapport à la texture. Ah d'accord, ça marche comme ça. Voilà, et du coup ça va permettre d'avoir les petits effets de lumière qu'on a en bas sur le socle par exemple. Voilà, cette réflexion-là qui est donnée par la texture et non pas par le modèle, puisque le modèle lui c'est juste une espèce de dôme tout simple. Voilà. Cette normal map, tu la travailles manuellement pareil, ou tu l'extrais en fait du modèle une fois que tu l'as complètement il y a plusieurs procédés. On peut généralement, ce qu'on fait maintenant, on sculpte le modèle vraiment en haute définition avec un nombre de détails. Donc le relief est dans le modèle en fait. Voilà, il est dans le modèle, et par-dessus on va venir projeté, c'est le contraire en fait, c'est ce modèle haute def qui va être projeté sur un modèle en plus faible résolution en fait. Et c'est là où vous allez extraire le relief sous la forme d'une normal map. Sous la forme d'une texture. Et ça, tu le fais, c'est dans la chaîne de production, c'est avec les outils, tes outils de travail de 3D ou des outils intermédiaires avant d'arriver dans la... c'est des outils d'édition, alors il y a plein d'outils qui permettent de le faire plus ou moins efficacement. Xnormal permet, on charge le modèle haute def, le modèle basse def, tac, ça va nous sortir une texture. C'est dans tout votre pipe de production, voilà, c'est des outils que vous imbriquez pour prendre les modèles en entrée qui sont tes sources toi de travail, c'est ça, et créer les assets pour le jeu qui sont les éléments finaux qui vont être utilisés dans le moteur du jeu directement, et ça en est chargé par la carte graphique. Ouais. Chargé effectivement par la carte graphique derrière. Super, c'est super intéressant tout ça. Voilà, et puis sinon on peut aussi le faire à la main. On discutait justement à Dead Cells, eux ils font toute leur texture de normal map à la main, parce qu'ils sont en pixel art. Ouais, du coup, donc ils ont pas un travail de sculpte. Pixel, là, il faut le mettre là, l'élément de relief il est là. Et donc ils ont des beaux effets de relief sur les fonds, et donc eux ils font tout à la main pour le coup. Ils ont de la 3D également dessus, je me rappelle. Mais c'est sur les persos, mais oui. C'est ça, tout à fait. D'accord, alors
3ds Max et les outils qui viennent derrière pour arriver dans le jeu vidéo. Et derrière, du coup, alors l'intérêt de ces modèles-là, 3ds Max, c'est que du coup, c'est la référence dans le monde du jeu vidéo. Donc en fait, tu peux derrière t'adapter à quel que soit globalement le jeu, le moteur du jeu et tout ce qui va derrière. T'es pas fortement lié à tout un environnement parce que là, chez Shiro Games, vous développez du coup avec l'outil maison. C'est ce que j'allais dire, Axe, un outil maison qui... Tout à fait. Vous avez le moteur et le langage en fait qui a été développé par Nicolas Canas. Exactement. Qui est Axe, on en a parlé pour Motion Twin. J'espère en reparler un jour en invitant Nico sur ce canapé-là. Voilà. Mais c'est pas l'objet des discussions ce soir parce que c'est vraiment technique, un développement. Mais tout ça pour dire qu'en fait ça reste un moteur maison. Donc ça veut dire qu'un moteur maison qui va prendre 3ds Max. Avec un X. Axe. Non, j'écrivais le. Axe avec un X, d'accord. Oui. C'est ça. Et donc du coup, ça veut dire que vous avez développé, Nico a développé, j'imagine, côté Axe, tout l'outillage qui permet d'intégrer ces modèles à 3D. Complètement. Qu'est-ce qu'il a fait quand vous êtes rencontrés? Parce qu'il n'y avait pas de 3D avant, quelque Parce qu'il part. l'a fait pour toi. C'est ça la question. Pour moi, il l'a fait Parce que c'est toi qui lui as fait faire. Pour les besoins de la prod, mais oui, en effet, pour les besoins des volants, on a développé tout un système de production qui permettait au moins d'afficher de la 3D déjà, et de l'afficher de mieux en mieux. D'ailleurs, il y a eu une migration de technologie à partir du début de Northgard. Donc voilà, quand on a repris d'ailleurs Evoland 1, il a fallu changer un peu le moteur et la manière dont tout ça s'est affiché. Oui, mais il a développé aussi plein d'outils, ce qu'on appelle les middleware. Des outils qui permettent de construire des niveaux, d'afficher aussi nos modèles pour voir comment ils vont être affichés dans le jeu, éventuellement de régler certains paramètres dont on n'a pas accès dans nos logiciels d'édition, type Max. Il y a des paramètres qu'on peut pas setuper, qu'on peut pas configurer, et donc ces outils-là permettent de configurer ces modèles. Donc il a créé tous les outils aussi autour de ça. Voilà, c'est ça. Des outils qui permettent aussi de récupérer des informations, par exemple quand on veut jouer un son pendant une animation. À ce moment-là, il faut un outil qui permet de timer et de dire à ce moment-là, le personnage, il faudra dire le ah. Voilà. En fait, c'est ce genre d'outil-là que tu vas trouver en général dans une plateforme type Unity ou Unreal Engine, où là, tu n'as pas qu'un moteur derrière, tu vas voir tout l'outil développement complet qui apporte ce truc-là. Alors, complet, et pour le coup, complet et plus, c'est trop même, puisque ça devient, ces logiciels-là, c'est parfois des usines à gaz, et ça fait pas forcément ce qu'on veut. Alors là, l'avantage d'avoir une techno maison, c'est aussi qu'on a une technologie hyper optimisée, et du coup, ça permet de répondre parfaitement à nos besoins, quoi. Et de l'adapter si vous ne pouvez pas, puisqu'en fait vous avez fait les développeurs sous la main, c'est parfait. Donc ça permet d'être très rapide en termes de prod, d'aller vraiment à l'essentiel, et puis aussi d'avoir un outil vraiment hyper optimisé, quoi. D'accord. Donc maintenant que ça c'est fait et bien au point, du coup vous carburez encore plus. On carbure encore plus, et puis surtout on essaie de faire évoluer le moteur. Comme j'ai dit, le rendu d'Evoland 1 n'était pas le même que celui d'Evoland 2, etc., etc. On a développé des choses bien spécifiques pour Northgard, le brouillard volumétrique, etc. Oui, à chaque fois vous franchissez une étape en fait, ça. en même temps que le moteur. Et pour les prochains projets, on essaye encore d'améliorer le moteur pour qu'il ait un rendu qu'on essaye, ou en tout cas qu'on arrive au mieux à ces moteurs type Unity ou Unreal. Là, les prochains défis, globalement, ça va être les FX. C'est notre gros challenge, et on va essayer de travailler dessus. Donc là, de ce dessin-là, partie de là, t'en es arrivé là. Alors ça, c'était une commande pour la campagne. Il nous fallait à la base, ça devait être un true last boss, quoi, le vrai boss de fin. Au final, c'est une map à part entière. C'est le ver des glaces. Donc là, on m'a commandé un concept. Alors les concepts, sur Northgard en tout cas, c'est ou Jérémy ou moi qui les faisons. Jérémy c'est le concept en fait. Jérémy est concept artiste, il fait aussi la DA. Et donc les concepts peuvent venir de lui. Là en l'occurrence c'était un de mes concepts. J'ai proposé des itérations sur les verres de glace. Oui, là c'est moi qui l'ai dessiné. Tu dessines bien quand même. Ça va. Et pas qu'en 3D. Oui, mais bon. Non, il parlait de la chaussette là. Non, j'ai tout dessiné, mais voilà, c'est des propositions. Oui, mais ça reste de l'état du concept, quoi. C'est pas non plus d'illustration. Bien sûr, mais bon, ça suffit pour faire de la modé derrière. Pour valider le concept en fait et passer à l'étape d'après qui est cette modélisation 3D de Exactement. Ce petit ver de terre. C'est parfait, super. Alors j'ai une autre question, c'est que toi, tu es pas que 3D artiste chez Shiro Games, tu es aussi président de Rétrofusion. Tout à fait. Qui est une asso de rétro gaming. Voilà, une asso qui a bientôt 8 ans.
8 ans, tiens. Ouais. C'est né d'une ancienne asso qui s'appelait Heroes Revolution. Voilà, on avait le label Retro Gaming, et du coup, quand l'asso s'est dissoute... Le label Oui, parce qu'en fait, c'était une très grosse asso à Chera, Heroes Revolution, qui faisait de la culture Jap, voilà, un peu de tout, du cosplay, du jeu vidéo, et donc on avait un label Retro Gaming, on gérait tout ce qui était event autour du Retro Gaming, et quand l'asso s'est dissoute, on a décidé de récupérer le label et d'en faire une vraie asso le 1901, voilà. Et en fait, ça, c'est parti de ma collection privée. En fait, je collectionne depuis que je suis gamin. Voilà, j'ai pas très peu revendu mes consoles et mes jeux. Et je me suis dit, bah ouais, mais un jeu dans une boîte, c'est bien sympa, mais hors de la boîte, c'est encore mieux. Et donc, du coup, voilà, on s'est monté en asso. On a essayé un peu de structurer ça pour pouvoir faire des événements, proposer des événements au public. Voilà, je collectionne aussi pas mal de bornes d'arcade. Voilà, il faut des camions pour transporter ça, il faut une infrastructure, donc une asso c'était la structure idéale pour ça. Alors on nous dit effectivement c'est un hors-série pour RGB, donc l'émission Retro Gaming qu'on anime également, mais du coup vous avez deviné, on va sûrement réinviter Étienne dans un RGB pour parler spécifiquement Retro Gaming, mais c'est pour vous montrer un petit peu, sans rentrer dans le détail tout de l'aspect Retro Gaming, ton univers en fait, globalement, d'où tu viens, tes aspirations. Et du coup, c'est mes questions suivantes. On a parlé de ton parcours, ta formation. On n'a pas parlé de ton parcours vidéoludique. Quels sont, toi, les jeux par lesquels tu es passé, alors peut-être pas tous dans le détail, mais ceux qui t'ont marqué, les étapes importantes que tu as franchies dans le jeu vidéo? Moi, très console, très Sega aussi. Et ok, je me casse. Non, après, voilà, je collectionne, mais avant tout je suis joueur et je joue un peu à tout. Alors après, c'est vrai que j'ai tendance à dire qu'une souris et un clavier, c'est pour faire de la compta, c'est pas trop pour jouer. non, mais je voilà. Reste avec tout le monde. Ouais. Non, j'aime beaucoup les jeux qui réclament un peu de skill. Voilà, moi je viens aussi des rhythm games. Voilà, je jouais beaucoup à DDR, je jouais beaucoup à Beatmania, je continue à jouer à DJ Max. Voilà. Ah oui. Après, beaucoup de jeux très arcade. Moi, je suis un fan de la saga des Wonder Boy aussi. Voilà. Assez peu d'RPG parce que malheureusement, j'ai plus trop le temps. Alors voilà, j'ai fait les finals jusqu'au 12, même jusqu'au 13. Donc, bien déjà. Mais là, ça commence à devenir très compliqué, voilà, de dégager du temps pour ça. On m'a conseillé les Persona, j'en ai fait un parce que j'ai ma meilleure amie qui a travaillé sur le livre Persona, derrière le masque. Voilà, et en effet, c'est un très bon jeu, mais voilà, très peu de temps à y consacrer, malheureusement. Persona 5, tu mets. Voilà. Tu perds ton temps, enfin, oui, beaucoup même. D'accord. Donc plutôt arcade, voilà, et plutôt prise en main immédiate. Et voilà, j'aime bien m'investir sur un jeu à partir du moment où il va me demander vraiment beaucoup de skill. Et les expériences jeux vidéo récentes qui t'ont marqué, effectivement. Donc là, on a parlé un petit peu un peu plus du passé, et récemment, donc tu as parlé de Breath of the Wild par rapport à Until Dark, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça récents qui t'ont marqué toi en tant que joueur? Qui m'ont marqué Bloodborne, forcément. Bloodborne. ça marque au fer rouge. Parce que c'est en bon au mauvais sens du terme, ouais, voilà. Non, sinon Dragon Ball que j'attendais, Dragon Ball Z Fighter Z que j'attendais c'est ça, carrément. Fébrilement. Voilà, j'aime beaucoup la saga des Guilty, j'aime beaucoup ce que fait Arc System. Voilà, et forcément j'attendais. Oui, puis là en plus c'est vraiment déjà c'est le regard de fan de DB et en plus c'est le. T'as les deux qui s'allient donc. Ouais, les trois même puisqu'il y a aussi le regard de graphiste, ils ont quand même mis une claque à tout le monde un peu. Et, oui, c'est sûr. Le cel shading est absolument impeccable et voilà, sur Dragon Ball je pense que c'était mon jeu 2017. Alors les questions, quel est ton meilleur final selon toi? Attention, là, tu vas te fâcher encore plus de monde. Pour l'univers, je pense que c'est le 9. Voilà, c'est pas forcément pour le style de jeu. Alors le 7 était très bien, tout ça, mais j'aime beaucoup le 9, je trouve. Et puis, alors il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur Play. J'aime bien la 3D low poly et surtout, bizarrement, j'aime bien quand c'est pixeliste. Tu vois, par exemple, j'ai horreur des jeux N64. Et même encore maintenant, je suis complètement hermétique à ça. Je suis désolé, mais ce filtering, ça me
Il est très bien ce garçon. Et donc voilà, j'aime quand ça pixelise des jeux comme Vandalers ou FF9 m'ont beaucoup charmé parce que c'est des jeux, alors ils sont pixelisés mais bizarrement ils vieillissent pas parce qu'ils sont extrêmement cohérents entre la 3D et la texture, enfin la densité d'informations sur les textures, et ça rend le jeu super cohérent et tu peux le ressortir maintenant. Alors oui, c'est de la base def, mais ça vieillit pas trop, je trouve en fait. Ça fait pas de la bouille de pixels. Bah ça en fait, mais ça en fait de manière cohérente. Tu vois, il n'y a pas quelque chose qui pêche, tu peux pas dire ouais, la 3D ça pêche ou la texture ça pêche. Ça c'est mon point de vue, mais j'ai l'impression que la 3D dans les jeux vidéo, notamment cette génération-là, vieillit beaucoup plus mal pour certains jeux que la 2D avant, avec moins de pixels, moins de couleurs, etc. Donc ça dépend vraiment des jeux, effectivement, et du coup ça a tout l'aspect artistique autour du jeu qui va habiller un petit peu cette technique 3D qui va permettre de garder la cohérence ou pas. C'est ça en fait. Complètement, oui. D'accord. Et alors la question qui tue, quel est du coup ton jeu préféré de tous les temps, j'imagine? Ouais. Allez, ça voilà. Je peux pas en dire 3. Tu peux pas en dire 3. Si tu veux, si t'as un best-of, le troisième va vous surprendre. Allez, attention, c'est ça. Je pense les jeux auxquels qui m'ont le plus marqué, bon, il y a la saga des Dance Revolution, ça c'est sûr. DDR, ok. Voilà. Il doit y avoir des vidéos un peu honteuses ou pas qui traînent sur YouTube, voilà, des championnats qui sont plus ou moins bien passés. Donc, voilà, donc DDR c'est sûr. Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, qui est vraiment, je pense que c'est mon jeu préféré. D'accord. Et Night sur Saturn. Ça a été une vraie claque, mais vraiment au-delà des graphes, c'était tout l'univers. Je pense que j'ai saoulé mes profs d'art plastique avec ça, quoi. Je faisais des fans de Night, voilà. D'accord. Ça n'avait pas de sens, mais voilà, pour moi ça en avait beaucoup. Et donc Dragon's Trap, qu'est-ce que tu penses du remake? Ah, faut vraiment en parler. Non, oh là là, en plus ça va passer sur YouTube, c'est terrible. Ça sortira pas de YouTube. C'est vrai. Non, alors techniquement, je le trouve vraiment incroyable. Voilà, Ben a fait un travail fou dessus en termes d'animation et tout. Par contre, je trouve que c'est une trahison de la licence. Ce rendu bande dessinée européenne, et voilà, il vient de la bande dessinée, donc c'est naturel. Le nouveau graphisme en fait. Voilà, le nouveau graphisme, c'est ça. Non, le jeu est très bien. Je l'ai acheté sur tous les supports. Hein, donc en démat, avec les graphismes à l'ancienne alors. Complètement, ouais. Par contre, je l'ai fait avec les graphismes à l'ancienne. Voilà, il a fait un boulot fou et vraiment qualitatif. C'est juste que c'est la DA que je trouve vraiment à côté de la plaque, quoi. Mais pour le coup, tu vois, la DA modernisée correspond pas à l'univers tel qu'il aurait pu être imaginé par le. C'est même pas modernisé, c'est vraiment on a l'impression que c'est une adaptation d'une BD franco-belge pour le coup. Ah oui, c'est ça, c'est le style complètement. Et voilà, mais pour le coup, ça jure, c'est comme si on demandait à Tim Burton de faire le prochain Star Wars, tu vois. Ça donnerait peut-être un Star Wars, enfin un bon Tim Burton, mais pas un bon Star Wars, tu vois. Enfin c'est. Okay. Et pourtant, voilà, le travail de Tim Burton est cool, mais voilà, c'est ce que je voulais dire, tu vois, il y a un travail de DA qui est top, mais qui pour moi est à côté de la plaque. Et pour le coup, tu vois, je préfère largement Monster Boy, que j'attends, le prochain projet de Game Atelier. Qui est modernisé, mais qui reste quand même très proche de l'ancien. C'est ça, alors pour le coup, c'est une vraie suite. C'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle aventure avec des nouveaux persos et tout. Techniquement, c'est sûrement moins bluffant, mais je trouve que c'est quand même dans la continuité de ce qui a été fait dans les anciens Monster World, quoi. Voilà. Parfait, merci. C'est parce que c'était ton jeu du cœur que. C'est ça, t'avais tellement mis d'espoir, t'avais tellement ta vision du jeu à l'époque avec le peu de. Parce qu'en fait, on construisait beaucoup d'imaginaire autour du peu des graphismes qu'on avait. C'est vrai, mais en même temps, Wonder Boy 3, je me suis toujours dit, et s'ils avaient eu plus de couleurs, ils auraient pas fait mieux. Et c'est ce que j'ai toujours aimé sur Wonder Boy 3 en fait. C'est vrai qu'il est super clean, quoi. Enfin, complètement. Ça passe très bien, quoi. Très bien. Écoute. Si j'avais une petite question encore par rapport au fait que t'aimes quand même le rétro gaming. Complètement. Mais t'es plutôt artiste 3D, est-ce que tu t'es pas essayé au pixel art Ah si, complètement. Ouais, quand même. si, bah alors malheureusement j'ai assez peu l'occasion d'expérimenter ça dans les prods, mais pendant les game jams, voilà, j'essaye tant que faire se peut de faire un peu de pixel. Ouais. Bon, super. D'accord. Après, tu voilà, fais des game jams également au sein d'autres équipes, j'imagine, puisque tu fais de la game jam dans le contexte d'un jeu, donc tu te complètes avec des développeurs essentiellement, j'imagine. C'est ça. Je travaille essentiellement avec Bernard, donc qui est un développeur de Show Game, voilà, et on forme un binôme assez efficace. Ouais. D'accord. Enfin 2 ou plus en fonction de qui veut participer. Sur 24 ou 48 heures en fonction de. C'est ça, c'est 72 heures. Même 72 heures, c'est ça, c'est voilà. 48 C'est 48 quand tu le fais solo ou 72 quand tu le fais en équipe. Ok.
Super. Donc sur le même pseudo, et Max, si on veut te retrouver. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Image, vous allez pouvoir le suivre sur les Game Jam, et en général, il y a pas mal de communication. Tous les jeux sont disponibles globalement derrière pour les tester. Oui. C'est des petits concepts, et puis c'est vachement sympa. Plus de questions? Non, super. Mais écoutez, on va passer à la partie suivante. On va lancer le jeu. Et donc on va jouer une petite partie, on va parler du jeu de Northgard, on va faire du gameplay commenté, et on reviendra sur un petit peu les aspects de développement du jeu. Et dans cette partie 2, du coup, comme on l'a dit, nous allons jouer à Northgard et commenter un petit peu le gameplay, commenter les éléments donc sur lesquels tu es intervenu. N'hésite pas à intervenir en cours de partie. Ça marche. Sur des éléments d'anecdotes, sur plein de choses comme tu veux. Charlie, du coup, va faire pour la suite de l'interview. Moi, je vais me perdre dans le jeu. Je vais essayer d'arriver à parler et à suivre en même temps que je joue, ce que j'ai pas réussi à faire sur Dead Cells. Donc là, tu prends la campagne qui... Donc là, oui, pardon, je reviens au menu, donc menu d'accueil. Je prends la campagne solo. Donc je suis la campagne solo, je suis au chapitre 3, donc je vais le recommencer. Que vous voyez un petit peu depuis le début. Quand c'est comme on se calme, on a le temps de parler un petit peu sur le jeu parce que là, ma partie, je suis un peu dans la mode panique où c'est le climax du niveau. Voilà, donc le niveau 3, on commence un petit peu sur l'histoire des Vikings. Donc si on parle un petit peu de l'univers déjà de Northgard, donc c'est en gros un jeu de gestion avec des Vikings. C'est ça, ouais, c'est bien schématisé, c'est bien résumé. De toute façon, c'est inspiré fort de Settlers et de Age of the Empire. Et Nico et Seb sont aussi de fervents admirateurs de civilisation. Voilà, donc on retrouve un petit peu tout ça dans Northgard. On voulait un RTS, mais avec un pacing, donc un rythme de jeu un peu ralenti, quoi. On voulait pas que ce soit du skill au clic. Et pas du StarCraft, quoi. C'est ça. Et en même temps, on voulait aussi un petit peu l'aspect contemplatif de monter son village, voilà, ce qui est un peu frustrant dans Age of où t'as pas fini d'avoir ta ville que de suite tu te fais raser. Voilà, on voulait éviter ça. Mais en même temps qu'il y ait quand même une dose de compétition et puis aussi d'adversité avec une partie un peu survie où on a des cycles été-hiver où l'hiver il va falloir provisionner du bois et de la nourriture pour faire vivre son village. Donc il y a un côté 4X expansion, survival, un peu RTS, un peu survival. On a essayé de mixer tout ça et d'en faire un cocktail un peu agréable, quoi. C'est vrai que l'hiver a un vrai impact au niveau de la gestion des ressources. Au début, je pensais que c'était juste un artifice pour dire bon, tu iras un peu moins vite pendant l'hiver, mais sur une de mes parties, je me suis fait. Ah oui, ça peut retourner. Je me suis fait avoir assez vite, quoi. Ça va assez vite, ouais. Donc l'histoire, grosso modo, donc tu incarnes le fils d'un clan viking qui est ravagé par un clan concurrent. C'est ça. Laissé quasiment pour mort, et le but du coup c'est de reconstruire ce clan et d'aller te venger au final. Ça c'est le chemin de la campagne et de l'histoire. De refaire des alliances et voilà. Au fur et à mesure de l'histoire, tu vas croiser d'autres clans, faire des alliances. Donc ça c'est le premier autre clan que tu rencontres avec lequel tu fais une première alliance. Donc là on joue ce nouveau clan. Donc c'est intéressant parce qu'on change de clan. Et un petit peu de gameplay de personnages, donc de héros. Il y a une notion de héros également. Oui, alors ça c'est vraiment spécifique à la campagne. Dans le mode multi, on a les warchiefs, mais ce ne sont pas des héros. Là, dans la campagne, on a vraiment des héros qui sont ces warchiefs là, mais pour lesquels on a un peu plus d'affect. On a mis aussi un peu plus d'efforts graphiquement. On a essayé de les contextualiser, de les typer un peu. Là, on a Brand qui est le héros un peu blond, un peu le prince vaillant, quoi. Qui se barre, voilà. Et donc là, tu te retrouves avec un nouveau héros. Voilà, Alvard qui est donc le héros chauve. Voilà, le bannerman du clan de la chèvre. La chèvre qui est un clan qui va permettre d'élever des moutons, en l'occurrence, et donc de mieux survivre aux hivers, voilà, parce que les moutons permettent un apport en nourriture, entre autres, et ce clan aussi permet de faire des festins. Les festins, c'est un peu la fonction où on peut perdre de la nourriture, quoi, enfin sacrifier de la nourriture, mais pour gagner pour rendre les gens plus heureux. Voilà, pour rendre les gens plus heureux. Parce qu'au niveau des ressources, on a de la nourriture, on a du bois, on a de l'argent. Voilà, les crowns. On a de la roche et du fer pour améliorer les outils, et les bâtiments. La roche pour améliorer les bâtiments, et on a aussi une jauge de bonheur. Voilà, la jauge de bonheur qui va permettre de faire venir d'autres villageois. En fait, plus votre population. Est-ce que c'est pas toi qui commande le spawn des nouveaux personnages, du coup, ils apparaissent automatiquement tous les cycles qui sont en bas ici, voilà. Prochain villageois, non. Les nouveaux villageois, voilà, ils arrivent en fonction de ta jauge de bonheur, c'est ça qui est important. Si ton bonheur est positif, ils vont arriver, et plus tu as de bonheur, plus ils vont arriver vite.
Et aussi, tu vois, en haut à droite, tu as 5 sur 6, ça c'est ta capacité totale du village. C'est-à-dire que là, par exemple, tu arrives à 6 sur 6, donc tu ne peux plus accueillir de villageois. Il faut construire des maisons. C'est ce que je viens de faire. Et voilà, Voilà. hop la maison. Et là, je n'ai plus de... je sais pas quoi. Plus assez de bois pour construire, Voilà. on va attendre. Donc il faut savoir, comme tu disais tout à l'heure, au niveau du rythme du jeu, on va pas avoir 150 colons au bout de 10 minutes. Quoi. Voilà, c'est ça. Même les batailles en termes d'armée, voilà, on va avoir maximum une dizaine de soldats. Enfin, ça va jamais être des batailles épiques. On cherche avant tout l'aspect survie, l'aspect colonisation. Et donc on va dire le fil conducteur du jeu, c'est ces tuiles, enfin ce système de tuiles. Donc on va se développer. Tu vois, on a voilà, une zone en liseré vert, voilà, qui est une tuile de la map. Alors comme on l'a dit dans l'émission précédente, la map est générée, alors pas pour le mode campagne, mais pour les modes escarmouche, les modes multi. La map est générée aléatoirement. Elle est faite en procédural, c'est-à-dire qu'on va bien sûr faire en sorte que le joueur ait quelques ressources à disposition, mais chaque partie est différente. Pierre et de fer assez Voilà. équitablement sur l'île. Mais la topologie de la map est complètement différente d'une partie à l'autre. Donc là, j'ai fait une bergerie, et il faut que j'aille me choper le mouton que j'ai dans la tuile, du coup, C'est ça. pour lui dire, tu vas à la bergerie. Et tu vas à la bergerie. Le mouton, tu le contrôles pour... Complètement. Allez, va produire du... Alors ça c'est une spécificité vraiment du clan de la chèvre. Hein. Ouais, Et après, soit tu peux le manger pour faire la nourriture, soit tu le laisses dans la bergerie. Et je crois que du coup, tes besoins en bois sont moins importants. ça mais qui produit la fabriquent nourriture. Et ça produit de la nourriture en fait. de la laine, Hop. surtout. Tu retrouves là-dedans, donc quand tu vas sur la ressource, tout ce qui consomme et tout ce qui produit Voilà. de la ressource. C'est Et, hyper important quand Et tu pareil veux- pour le bonheur, tu vois Voilà. quels sont les aspects on va dire, qui génèrent du bonheur et tu vois là par exemple tu as plus de en territoire ou alors quels sont les aspects qui font perdre du bonheur. Ça peut être la maladie, ça peut être plein de tout un tas de facteurs, des maisons qui sont plus aux normes, enfin qui sont plus assez bien pour les villageois. C'est ça, oui. Au bout d'un moment, ils se plaignent un peu C'est de, ça. Il de leur maison rustique et du coup, le bonheur commence à baisser et c'est là qu'il faut améliorer ces maisons. Donc là, j'ai un nouveau territoire que j'ai découvert et du coup, j'envoie mon petit Voilà. bonhomme Petit pour aller enfant. latter les loups parce qu'en fait, je peux pas utiliser le territoire tant que j'ai pas dézingué les loups. C'est qui sont ça. là-dessus. Alors, donc, au départ, tu as créé donc, un scout, qui est une unité qui va te permettre d'évacuer le brouillard de guerre, donc de découvrir d'autres tuiles de la map. Voilà, le brouillard de guerre qui est Là, noir. par exemple, Voilà, il y a un scout là, on voit, il y a une jauge qui se il remplit. est en train de L'éclaireur. découvrir la zone. Voilà, l'éclaireur est en train de découvrir la zone. Donc là, la nouvelle zone ici, elle est clean, du coup, je peux venir la coloniser, C'est ça ça. me coûte un coût en ressources, et voilà. Donc il y a un temps pour la coloniser, ça c'est intéressant parce que du coup, toi, tu viens occuper une tuile, mais tu peux avoir des ennemis qui viennent aussi te prendre possession de cette tuile. Complètement. C'est vraiment une tuile complète, c'est-à-dire que dans les jeux de gestion en général, tu n'as pas une séparation comme ça en Oui, tuiles. c'est plus organique, oui. Ouais, c'est ça, c'est plus organique, t'as pas une vraie frontière. Là, tu récupères vraiment tout l'espace en complet et pas... Tout un bloc et les ressources qui vont avec. et les ressources qui vont avec, puisqu'en fait, en général, une tuile est composée de certains éléments, de ressources, des forêts, des éléments de décor comme ça qui peuvent... C'est ça. Alors ça, c'est une ruine, en l'occurrence, qui va permettre d'être scouté. Un scout va pouvoir venir ici, enfin un éclaireur, et ici aussi. Et trouver des trucs Oh, à l'intérieur. Et trouver généralement des crowns, donc qui est la monnaie du jeu. Et La thune. Voilà, la thune. Et qui va permettre d'acheter plein d'autres ressources, hein, du bois si on est en galère de bois, qui va aussi permettre de payer les forces militaires, parce que en fait Pour tout former ce qui les est- militaires, ouais, Voilà. ça coûte de l'argent. tout ce qui est armé, en fait, c'est en dehors des villageois. Enfin, la gestion est un peu à part. Et en fait, donc les militaires, il faut les payer et ils ne produisent pas de nourriture. Bah, ils servent juste à défendre ou à conquérir d'autres territoires. Voilà, donc là, je me fais une petite brasserie parce que, voilà, j'ai envie de bière. Parce que ça fait du bonheur et ça, c'est plutôt cool. Et là, la bière, ça rend heureux. Voilà. J'aime Alors- bien cette conclusion. Beaucoup de joueurs ça, Tout à fait. Il y a beaucoup de joueurs qui sous-estiment en fait le paramètre de bonheur. En fait, c'est très important d'être C'est important d'être content. ouais, d'être assez haut D'être dans heureux. le bonheur. C'est parce le que ça message va du faire jeu, venir voilà. dans le village d'autres villageois en fait. Voilà. Et ouais. Donc c'est important de savoir gérer son bonheur. Des fois on se dit ah ben je suis juste à +1, c'est cool. Non, faut être vraiment bien. Ouais, c'est ce que je dis. Enfin, je m'en suis rendu compte assez vite. Hein. Les villageois arrivent pas très vite, donc pour s'étendre, c'est compliqué. Et effectivement, plus on a de bonheur, plus ils arrivent vite. C'est ça. Et on grossit beaucoup plus vite comme ça. Et on avait une autre ressource aussi, c'est le savoir. Alors je sais plus le nom exact, celle qui Oui, est tout en haut la connaissance, à droite, ça la fait. connaissance, voilà, qui permet après Faire évoluer. de faire des Voilà. recherches Mais qui nous donnent certains bonus. Ou... T'as un arbre de compétences, alors pour le coup assez classique, enfin on retrouve ça dans pas mal de titres et Vas-y, laisse-le.
Enfin, et on a remarque, des... toujours en même temps, mais- Et donc là, on a les lore masters, donc qui sont une espèce de druides qui vont venir ou inspecter des pierres, ou alors on peut même créer ces pierres avec des bas-reliefs, des écritures dessus. Bah, regarde un peu dans la map si t'en as. Ouais, il y en a. Ouais, en bas. Il y en a un, Tu vois, il y a un petit sigle. il y en a là. Voilà. Voilà, en fait, si on envoie un lore master ici, il va venir découvrir un peu plus de savoir, à étudier la pierre, et du coup, ça va débloquer des nouvelles compétences. Dans cette partie-là. Hop, allez, On nous va demande voir ça. par rapport à ton métier, du coup, sur cet écran, par exemple, qu'est-ce que tu as modélisé? Alors, comme j'ai dit, on est un petit studio à Chiro, donc en fait, j'ai modélisé à peu près entre 80 et 85% de ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que on était 4 graphistes sur le jeu. Donc Jérémy qui s'est occupé de la DA, des concepts et aussi de l'UI, enfin de tout ce qui est interface. Et ça pour le coup c'est un gros boulot, surtout dans un jeu de gestion où il y a de l'ergonomie. C'est un aspect très important du jeu. Stéphane Vidello qui est un animateur, donc qui a fait toutes les animations du jeu. Moi j'ai fait tout ce qui est personnage. Le décor pour le coup est généré. Donc il n'y a pas de modélisation à proprement parler du relief. Après tous les assets qu'il y a dessus, les arbres, etc., les fleurs, tout ça, pareil, c'est moi qui les ai modélisés. Et on a une stagiaire, Elodie, qui nous a rejoint pour 6 mois, qui nous a donné un coup de main pendant l'Early Access. D'accord. Voilà, mais globalement, voilà, j'ai fait entre 80 et 85% des graphismes. D'accord. Et du coup, tu parlais des animations, c'est une question que je voulais te poser aussi. Avant que vous ayez un animateur, au tout début du studio, comment ça se passait? C'est toi qui faisais tout? C'est moi qui faisais tout, ouais. D'accord. Enfin, qui faisait toute la partie 3D. D'accord. Jérémy faisait toutes les animations 2D, du coup, et je faisais toutes les animations 3D. D'accord. Stéphane nous a rejoint pour Until Dark, en fait, parce que là, on avait un gros bestiaire, on avait aussi pas mal de personnages qui avaient potentiellement beaucoup de coûts. Donc il y avait des besoins en animation qui étaient assez importants. Donc on a recruté Stéphane et on a eu Joe, un autre animateur qui est venu aussi en renfort pour Until Dark. Et toi, t'en avais fait avant ou t'as dû t'y mettre Alors j'en avais fait parce que c'est complètement différent par rapport à la modélisation. Parce que ça m'intéressait, j'en avais fait un peu pour moi, mais j'avais pas poussé le truc beaucoup plus loin. D'accord. Donc clairement, qualitativement, j'aurais pas pu faire des animations aussi propres que celles de Stéphane. Alors bon, pour ce qui est des personnages, en l'occurrence, ils sont vus d'assez loin, etc. C'est pas trop un problème. Mais oui. Ça reste un peu low Voilà, poly, on le voit, mais même si, alors c'est une volonté, je vais dire après pourquoi, mais juste je vais finir sur les animes. Voilà, sur les animes des persos, ça va encore. Par contre, après quand on va débloquer la wyvern ou bien le ver des glaces comme on a vu, là pour le coup l'animation est vraiment très clean et très propre et j'aurais pas pu atteindre ce niveau là. Juste tu disais sur les persos qui sont un peu cartoon, donc ça c'est une volonté qu'on a mis assez tôt en place dans Northgard, dans la prod, même dans la pré-prod. Déjà il y avait une contrainte, c'est qu'il fallait que les unités soient lisibles, que les corps de métier soient lisibles. Donc du coup on est parti sur un gabarit assez tassé et en même temps assez large d'épaule, avec des personnages assez larges d'épaule, donc pas réaliste du tout, mais au moins ça permet d'identifier rapidement en fait ton unité, ton type d'unité. Tu vois même en dézoom maximum, tu vois si c'est un soldat, si c'est un forgeron, etc. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, comment vous faites pour réussir à rendre les personnages assez identifiables de loin, parce qu'au milieu des arbres et tout... C'est surtout une question de proportion déjà, enfin le choix de ces proportions-là. Pareil, les personnages sont pas du tout à l'échelle par rapport au bâtiment. Pareil, les warships sont un peu plus grands, ils sont 120% plus grands que les autres personnages. Mais voilà, c'est avant tout pour identifier. Et tu parlais de low poly, alors c'est aussi renforcé par ce qu'on appelle les smooth groups, le travail des smooth groups, c'est-à-dire qu'en fait en 3D, on va pouvoir définir des zones de triangle, enfin l'incidence qu'ont des zones de triangle entre elles, c'est-à-dire ou alors on a quelque chose de très lisse, ou alors on a quelque chose de très cassant au contraire. Du coup, on a fait le choix de travailler les smooth groups comme ça, de manière avec des arêtes très tranchées, là aussi pour que de loin on ait une vraie sensation de relief en fait. D'accord. On n'est pas juste un petit amas de couleurs assez mou, voilà. Ce que je reproche justement, tu vois, à la N64 d'avoir des graphismes assez mous. Voilà, j'aime bien les trucs un peu sharp, un peu tranchés et du coup un peu plus impactants visuellement. Donc là, ce qu'on voit en fait dans le jeu, t'es en train d'explorer un mouton là.
Non. En fait, ce que je voulais montrer, c'est les éléments de ressources. En fait, ce que vous voyez, c'est les productions, donc les plus et les moins. Donc là, on est en hiver, donc la consommation de nourriture augmente parce qu'effectivement, les gens, on stocke plus de nourriture, on en produit moins en hiver. On consomme plus de bois pour se chauffer. Donc ça, c'est voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure dont on avance dans le jeu, on est toujours à chercher à maintenir en fait l'ensemble des ressources en équilibre en termes de production. Et là, vous l'avez vu tout à l'heure, donc j'ai construit pas mal de bâtiments pour m'étendre, et tout de suite après, j'ai eu les crônes, donc les thunes qui commençaient à être dépensées pour maintenir les bâtiments. J'avais pas assez, donc il faut que je produise un marché pour revenir créer des trucs. Et on est toujours là-dessus à gérer cet équilibre-là pour avoir toujours une population qui grossit, maintenir à flot un petit peu tout ça. Et ça, c'est vraiment une grosse partie du gameplay. Alors sur cette map-là, surtout au début, puisqu'après tu vas avoir plus de combats. Mais du coup, tu es obligé de passer par toute cette étape-là pour arriver à maintenir tout ça. Et c'est hyper intéressant dans le sens où il y a toujours quelque chose à faire. En fait, tu peux pas juste laisser tourner ton truc et puis tu t'étends, puis ça produit plein de trucs. Et à la fin, tu produis une grosse armée, tu y vas. Il y a toujours quelque chose à faire. Exactement, il y a toujours un équilibre à avoir. Et surtout, on va avoir pas mal d'éléments modificateurs qui vont arriver. Ça peut être des tremblements de terre, ça peut être un blizzard, donc une année avec un hiver un peu plus rude que les autres. Ça peut être aussi des invasions de rats qui vont éventuellement taper dans les ressources. Merci, ça me fait penser, il faut que je fasse un silo. Voilà. ou créer des maladies. Voilà, on a pas mal d'éléments qui vont venir un petit peu déséquilibrer ce gameplay-là pour que ce soit pas non plus toujours pépère, quoi. Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment venir perturber pour dire à chaque ça. fois, et faut pas que tu t'endormes, faut que tu fasses quelque chose derrière. Et c'est pas que des unités qui vont venir te combattre, c'est peut-être plein de trucs, des éléments de décor qui interviennent. Complètement. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça renouvelle pas mal le gameplay et ça, effectivement, ça te vient de solliciter en disant mais non, réagis, vas-y, fais des trucs. Bah, ça permet surtout d'avoir un peu de chaos. Encore une fois, on a mis un peu d'aléatoire dans les maps. C'était intéressant aussi d'avoir cet aspect un peu aléatoire aussi dans le gameplay, de manière à avoir une partie qui est toujours différente en fait, d'une partie à l'autre, quoi. On va se le finir le loup là quand même. Allez, on y croit. Il y a Antoine qui nous demande combien il y a de races. Alors il n'y a qu'une race, c'est les Vikings. Par contre, il y a plusieurs clans, comme tu as expliqué tout à l'heure. Voilà, alors non, il y a plusieurs races. Regarde, derrière, il y a des petits machins, regarde. Ah oui, il y a oui, plusieurs c'est races. oui. Salut. Voilà, On peut pas les jouer par contre. Il y a les kobolds, voilà, qu'on peut pas jouer. On peut trader avec eux. Il y a les géants. Aussi, pareil, on peut essayer de les massacrer, mais c'est plus intéressant de trader avec eux parce qu'à terme on peut avoir un héros géant pour le coup. C'est ça. En fait, voilà, c'est pas juste on agrandit son territoire et après on va taper l'adversaire. Il y a aussi d'autres populations sur la map avec qui on peut échanger. Y compris des adversaires. C'est-à-dire qu'on peut très bien former des alliances pour après, contre un troisième joueur ou un quatrième joueur, former des espèces de trade route et après. C'est ce que j'essaie de faire là pour faire des crônes. Se foutre sur la gueule joyeusement à la fin, quoi. C'est ça. Donc en effet il y a plusieurs races, par contre de jouables il n'y a que les humains et les vikings, et par contre il y a plusieurs clans qui ont chacun leur spécificité. On va avoir le clan du loup qui est forcément plus orienté attaque. On va avoir le clan de l'ours qui est plus orienté de défense. On a d'autres clans qui sont plus orientés sur la lore, enfin sur le savoir, d'autres qui sont voilà, comme le cerf sur la production de nourriture, etc. Donc alors le mode campagne qui est sorti avec la version définitive du jeu, c'est l'occasion justement de jouer un par un tous ces clans et de se les approprier, de voir les différences avant de passer au multi. En fait, la première mécanique de jeu, ce qu'on voulait, c'est en fonction de ton clan et des spécificités de ton clan, c'est d'apprendre à maîtriser une map qui est aléatoire et du coup voir comment tu vas adapter ta stratégie par rapport à cette map. Voilà, c'est-à-dire que si tu as un clan qui est fort en production de bois et que voilà, tu as des forêts à côté de toi, voilà, orienter ton jeu là-dessus et pas forcément chercher à toujours faire de l'armée. Ah non, parce que l'armée en plus c'est vraiment la partie combat, c'est vraiment un élément, tout petit élément quelque part du gameplay. Enfin, c'est pas le gros cœur du gameplay. C'est pas le corps du gameplay. Il y a plusieurs moyens de gagner une partie en multi à Northgard. Il y a évidemment la victoire militaire, mais c'est pas la victoire principale. Enfin, en tout cas, c'est pas la seule. On peut très bien gagner à la fame, c'est-à-dire qu'en effet, quand on va acquérir des connaissances, on va aussi acquérir des hauts faits.
On a les points de fame qui sont en haut là, la petite couronne, voilà. Pareil, en fonction des bâtiments qu'on a, on va avoir de la renommée. Tu changes de titre et tu as des nouvelles trucs qui voilà, se débloquent également. Donc on peut gagner à la fame. On peut gagner aussi en colonisant un type de territoire spécifique, c'est-à-dire que sur certaines maps, on va avoir par exemple l'Yggdrasil, qui est cet arbre connu de la mythologie nordique. Voilà, si on arrive à le coloniser suffisamment longtemps, enfin le garder en tout cas, il est un peu compliqué à garder, mais voilà, si on arrive à le garder suffisamment longtemps, on va pouvoir gagner aussi une partie avec ça. Alors les tuiles, donc les espaces de la carte en fait sont limités en nombre de bâtiments, donc ça t'oblige aussi également à t'étendre pour pouvoir te développer. Donc ça c'est super intéressant, tu peux pas paquer une grosse base dans un truc particulier, tu es obligé d'aller construire un petit peu partout, c'est pour ça que j'ai des bâtiments qui s'étalent un peu partout, donc tu as un nombre limité par tuile. Et ça c'est hyper intéressant. Et à construire aussi intelligemment, c'est-à-dire que sur une tuile qui va fournir par exemple des ressources de nourriture, je sais pas moi, il y a un lac avec des poissons, voilà, ou un champ. Voilà, mais sur ces tuiles-là, c'est intéressant par exemple de construire un silo, parce que le silo va améliorer la production de nourriture ou le stockage de la nourriture. Donc sur les tuiles qui produisent de la nourriture, c'est optimum. Et sur ces tuiles-là, on ne peut pas toujours construire beaucoup de bâtiments, donc voilà, là tu as été obligé de détruire un bâtiment pour pouvoir construire ton silo. J'ai mis une bergerie, en fait je voulais mettre effectivement une cabane de pêcheurs pour aller avec ça, et le silo est obligé. Enfin, le silo non, il n'est pas obligé, mais le silo va augmenter la capacité de production de la cabane de pêcheurs. C'est ça. Et en plus ça va stocker la nourriture pour pas que ça pour l'hiver, pour que les rats viennent pas, pour l'hiver, pour tout ça machin. Tout ça c'est vraiment, c'est réfléchi sur le gameplay très large, tu as beaucoup de ramifications sur les éléments qui dépendent d'eux-mêmes, etc. autour de la production de ressources. C'est vraiment hyper complet là-dessus. Je pense pas avoir vu un autre jeu qui va aussi loin en termes d'arbres de dépendance au niveau des ressources, de leur production, de leur maintien, le cycle, enfin tout ça mélangé dans un seul jeu, c'est hyper intéressant. Et la partie combat, c'est encore une fois une petite partie qui est importante, hein, mais qui n'est pas le cœur du gameplay. Voilà, juste sur l'interface, tu as un point d'exclamation, donc ça veut dire que tu as... non, pardon, en bas à gauche, à côté de la carte, tu as un point d'exclamation rouge. Voilà. En l'occurrence, voilà, tu as un blizzard qui va arriver, donc une production globale qui va perdre 50%. Et aussi des... Voilà, la cabane de pêcheurs, et c'est fini. Je vais prendre quelques questions dans la chatroom avant qu'on les voit plus. Est-ce qu'il y a une version Linux qui est prévue? Oui, bien sûr, Mac et Linux. Si j'ai pas de bêtises, oui, c'est dans les tuyaux. Là, évidemment, la priorité c'était le PC parce que c'est le plus gros marché de jeux micro, enfin informatique. Mais voilà, la version Mac et Linux sont... C'est compliqué à porter sur ces plateformes? Mais non, ils ont Axe, c'est juste parfait. C'est ça, Axe, en fait, c'est une techno très polymorphe en fait, qui s'adapte très très bien et c'est alors, je vais pas dire que c'est ultra simple parce que en l'occurrence c'est pas moi qui code, mais mais voilà, non, c'est plutôt facile à porter par rapport à d'autres technos. Ouais. Super, d'accord, ok. Bon, après la question troll un peu, est-ce qu'il y a des âges pour aller poutrer du Viking avec un vaisseau spatial? Non, du tout. Alors il n'y a pas du tout civilisation où tu arrives dans les âges à la fin Star Wars et tout machin. Alors non, du tout. On a un univers qui est vraiment concentré sur les Vikings. Voilà, il n'y a pas d'évolution temporelle. Peut-être un mode ou un DLC? C'est possible, enfin voilà, il n'y a rien qui est exclu à ce niveau-là, mais pourquoi pas. J'en profite du coup pour parler du futur du jeu. Est-ce qu'il va encore évoluer maintenant qu'il est sorti? Alors, parce que vous êtes passé par une phase de Early Access. Hein. Voilà, fait. Il est sorti il y a un an donc en Early Access. Pendant un an, donc c'est le multi qui a tourné surtout. C'est ça, en fait on a dû faire un choix au niveau de la prod, c'était ou le multi ou la campagne. Pour l'Early Access, les joueurs réclamaient surtout un multi et puis on pensait aussi que ce serait plus fun et puis que ce serait aussi plus simple de fédérer une communauté autour du multi. Donc voilà, on a fait le choix du multi et on a dit la campagne ce sera pour la sortie officielle. C'est le plus dur, si tu as un multi qui est bien équilibré et qui fonctionne, après la campagne tu le déclines en solo. Et... C'est la mécanique de jeu, après tu as beaucoup plus de choses à produire en fait, je pense, pour construire une campagne cohérente. Il y a des dialogues, il y a pas mal d'aspects de dialogue, il y a une histoire sur tout ça, il y a l'audio, il y a on a justement un game designer qui est venu nous rejoindre spécialement pour l'écriture du scénario et oui, il a fait un super boulot sur cet aspect-là. Mais bon, c'est venu vraiment dans un second temps. On voulait avoir d'abord un multi solide, un multi qui fonctionne. Et ça nous permettait de tester aussi, alors non seulement le jeu techniquement, mais ça nous permettait aussi de tester le public, voir si le public était réceptif pour ce type de jeu à cette période-là, et si notre jeu tenait la route, quoi. Donc il est sorti début mars, c'est ça, en version définitive. En version définitive, et la suite a donné, forcément on travaille sur des nouveaux clans.
Ah, super. Voilà, il y a des noms qui circulent sur les forums, voilà, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais Il y en a qui ont raison. il y en a qui ont raison, voilà, il y a des clans. Les forums, c'est. Alors, le forum Steam, on parle Ouais. principalement de forum Steam, il y a des Discord qui existent, voilà, il y a. Il y a un subreddit aussi qui a été créé pour Northgard. Oui, oui, tout à fait. Vous avez une vraie communauté derrière. Oui, mais sur- alors pour le coup, on remercie vraiment les joueurs parce qu'il y a une communauté pour tous les jeux qu'on a fait jusque-là. Même il y a même des gens qui ont écrit le wiki d'Evoland et qui ont même écrit des bouquins de Solus sur Evoland 2, donc c'est plutôt cool. Excellent. Et du coup, l'interaction avec cette communauté pendant la phase de Early Access, ça s'est passé comment? Alors c'est notre community manager, donc Adrien Briata, qui gérait tout, enfin qui gérait du moins la veille. Les demandes des Faisait les joueurs, retours, en fait. qui faisaient les retours, qui faisaient le tri déjà entre Il les n'a pas dû chômer. voilà, les bons messages et les moins bons. Il y a Après, le bon message et le mauvais message. ouais. Après on est attentif à tout, hein. Une critique, alors évidemment il y a toujours des trolls, mais au bout du 10e troll sur le même sujet, tu te dis qu'il y a peut-être un hic. Ouais. Donc voilà, donc il y a peut-être des aspects aussi à retravailler. Et l'Early Access sert aussi à ça. Ça sert à tester la partie technique, mais aussi à peaufiner ton gameplay et à voir quels aspects sont faibles par rapport à d'autres. Voilà. Et donc oui, voilà, il y a le futur DLC avec un nouveau clan sûrement, et on travaille aussi sur d'autres modes de jeu. Voilà, pour le moment. D'accord, super. Ok. D'autres modes de jeu, ah c'est sympa. Donc On là, teste toujours des trucs. Voilà, là, il y a on des cerfs, donc je vais pouvoir faire un cabane de chasse, voilà, ça fait des un camp de chasseurs pour chasse. aller chercher de la nourriture avec des cerfs. Par contre, je vois que depuis le début, tu ne te sers pas beaucoup de ton éclaireur. Et du coup, tu as plein de ruines à visiter que tu n'as pas visité. Ouais, bah en fait, je l'ai manuellement envoyé à un endroit et je l'oublie après. voilà. Mais Alors, ça, c'était une blague pendant toute la prod. C'est Ah, mais où il est est mon mort, en scout? il est Oui, mort. mon scout. Oui, c'est vrai qu'on a Parce tendance que à le perdre. voilà, on a tendance Puis, à le au, perdre. au bout d'un moment, on voit le message, il est mort. Mince. On s'est dit, on va peut-être faire des shots, where is my scout, tu vois. Ah ouais. Ah parfait, ouais, c'est une bonne idée. Donc il est décédé. Je sais pas où il est décédé, mais il a dû partir un petit peu trop à droite là-bas, là où il y a des petits méchants, Ah oui, qui est l'objectif en fait de cette carte-là. Donc le clan Voilà, du ça, c'est- Corbeau. c'est une autre. Au passage, t'es juste passé devant des Valkyries aussi, c'est une autre race. Voilà, de guerrières super balèzes. Ouais, il en faut y général, aller très stuffé là. on va pas les toucher, mais par contre, ce qui est bien, c'est que sur cette map, en fait, les ennemis pour venir te voir, il faut qu'ils passent par les Valkyries. Donc, Aussi. en général, ils se font laminer, toi tu récupères des petits bouts d'ennemis. Ça c'est au début, parce qu'après ils apprennent à construire des bateaux. Et là, ils font le tour par la Et mer. ils Ils font se le disent, tour, tiens, voilà. ça sera plus malin Et là, par ils la arrivent mer. direct Ça, sur c'est l'hôtel le- de ville. Et après, ils te prennent par derrière, ils arrivent c'est là, le ils font massacre. salut directement sur ouais. ta maison. Ça, c'est la spécificité du clan du Corbeau. Donc, il peut envoyer des bateaux Voilà. J'en par ai fait la douloureuse expérience. Pareil. J'avais mes soldats qui étaient de l'autre côté de la map. Pendant ce temps, ils ont tué tous mes villageois. Je suis revenu. Bon, bah, c'est fini. Salut. Voilà. Et là, tu es en plein blizzard. Donc, c'est moins 50% Donc, sur les c'est- ressources. c'est ça voilà, bah là, tu vois, il est à moins 23 en nourriture et à moins 14 en Ah oui, bois. tu vas bientôt mourir de faim là. Alors, Je crois que les moutons ils vont y ne passer là. T'inquiète pas. Et Mais tu as non. moins 1 en bonheur. J'annule la route. Voilà. Ouais, Et ça change pas grand chose. Donc Moins là, 17, c'est la Pardon. décédage bientôt. C'est la panique. Mange tes moutons, ça va Février. faire de. Non, ça va bientôt arriver, regarde. Ah, Tu vois. on est au mois de février, on y croit. Allez, on rallume 6, les 5, chauffages. 4, 3. Allez, on rallume les chauffages, là, s'il vous plaît, on produit le truc. Allez. Bon, en attendant que tu meurs, Donc là, une ils- question super technique. Ils sont en de Chilou. survie. Vas-y. Est-ce que c'est toi qui as fait le rigging des persos pour l'animateur ou est-ce l'animateur qui se charge de ça? Alors, non, c'est l'animateur Alors, qui se qu'est-ce charge que de le ça. rigging d'abord? Alors le rigging ou le skinning, c'est en fait quand tu implémentes dans ton modèle de personnage un squelette virtuel. Ah oui. Et c'est ce squelette que tu vas déplacer. Évidemment, chaque personnage est composé de triangles et ces triangles vont être pondérés. Enfin, tu vas affecter des poids en fait à ton squelette par rapport à ces triangles. Sur ces triangles. Et donc du coup, c'est ce qui va permettre en manipulant le squelette de jouer une animation, enfin de créer D'accord. et de jouer une animation. Bravo. C'est tout juste passé large. 4 ans de nourriture. Par contre, tu vois, ils sont mécontents quand même. Voilà, ça va revenir. Ils veulent C'est- des maisons ouais, plus des maisons confortables. confortables et douillettes. Ça s'arrête pas. En fait, ça s'arrête pas. Donc là, Tu maintenant, fais faut que tu ailles faire une mine. Ouais. Donc voilà, Non. donc c'est l'animateur qui C'est ça. a fait son rigging. D'accord. Tout simplement parce que comme c'est lui qui faisait les animations, il préférait avoir un skinning, enfin un rigging à lui, quoi. Voilà, Oui, qui oui. maîtrisait de bout en bout. Donc voilà. C'est logique. Et, Enfin, c'est logique.
en même temps, Northgard, par rapport à d'autres prods comme Until Dark, alors il y a beaucoup de choses à animer, enfin qui sont animées dans Northgard, mais c'est beaucoup de fois le même modèle, on va dire. C'est-à-dire que, tu vois, les drogues, par exemple, il y a une déclinaison graphique, mais le skinning est le même, en fait, pour tous. D'accord. Pareil pour les villageois, en fait, il y a un gabarit de villageois, alors il y a le villageois et la villageoise, Oui. et après tu as les soldats qui sont encore un autre Est-ce gabarit. que la villageoise... Mais du coup, tu vois, tu as une pêcheuse. Mais du coup, tu n'as pas tant de gabarits différents que ça dans Northgard. On a essayé d'avoir une prod intelligente et de pas multiplier les efforts vains. Voilà. Donc du coup, voilà, il avait du travail, mais voilà, dans son travail, il pouvait largement placer le rigging. D'accord. Donc là, il me faut une mine pour faire évoluer mes maisons, pour que mes gens sont contents, mais du coup, il faut que je me fasse un camp d'entraînement parce qu'aller me latter ce truc-là pour Ouais, à avec 3, ça va un être seul, short. ça va être chaud. Donc je vais les user un peu, puis me barrer. Oui. Du Sauf coup, le voilà, parce que- ça s'enchaîne, c'est la boule de neige là, faut. On va les user. On s'en va, on se recharge, puisqu'en fait, quand je reviens dans mon territoire, comme j'ai mis des guérisseurs, il s'auto-guérit tout seul. Tout à fait. Ça, c'est marrant, j'ai mis un peu de temps à comprendre qu'en fait, c'est pas l'unité qui vient, tu viens pas la chercher pour dire tiens, guéris-toi, c'est à partir du moment où tu reviens dans le territoire, globalement chez toi, hop, C'est ça. il s'auto-guérit. Complètement. C'est intéressant parce que du coup, t'as pas vraiment cette unité à gérer, c'est tu le considères comme une ressource, globalement, qui va consommer parce qu'ils sont, ils sont là, les guérisseurs, cabane de soins. J'en ai qu'un d'ailleurs. Ça s'est pas fait tout seul, hein. Ça a été pour le coup, ces éléments de game design, ça a été très organique, ça s'est fait au fur et à mesure des parties. Voilà, dans la prod, il y avait des faiblesses à ce niveau-là, on a compensé, on a trouvé des mécaniques, voilà comme ça. Mais on est passé par un peu tous les stades, quoi. C'est-à-dire cliquer sur l'unité pour la faire guérir, enfin voilà. Ah ok, vous avez testé ça, c'est super intéressant. On a testé plein de choses. Faut savoir que d'ailleurs, il y a Northgard a été prototypé en 2D à la base. C'est-à-dire que pendant que Jérémy et moi faisions des recherches de concepts, d'univers, etc., Nicolas, lui, avait travaillé sur un prototype de Northgard en 2D. C'est-à-dire qu'en fait, on a une version 2D de Northgard. Alors beaucoup moins aboutie que celle-là, évidemment, mais voilà, avec les graphismes pixel art de Nico. Vu du dessus ou quoi? Oui, enfin, ouais, complètement schématique, mais D'accord. bon, voilà. Ah ouais, c'est marrant ça comme processus. Et du coup, arrivé à moitié de prod, avant l'Early Access, on a fusionné un peu les... voilà, on a mis en place le moteur gameplay qui était en 2D, on l'a mis en place avec la 3D. D'accord. ok. On a appliqué la 3D. J'en profite pour... Alors, je sais pas si les captures vont passer par-dessus. Si, vas-y. Hop. Ah, c'est une bonne idée. J'en ai mis une. Jeff, tu me confirmes que c'est bon ou pas? Non. Attends. Vas-y. C'est bon. Hop. Donc là, Ouais, vous l'avez. attends, je vais le mettre sur mon téléphone, comme ça on le verra sur le retour. Et du coup, l'Early Access, ça s'est passé comme prévu ou vous avez dû rallonger? Comment ça s'est passé? Alors, l'Early Access, ça a surtout permis de tester le public par rapport au jeu, enfin les attentes du public par rapport au jeu, et on s'est rendu compte que le public était très réceptif, parce qu'en fait, dès l'Early Access, Northgard a rencontré un bon succès, donc on a revu les ambitions à la hausse pour Northgard. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que Northgard tel qu'il est là ne devait pas sortir comme ça, il devait être beaucoup moins ambitieux, que ce soit en termes de graphisme, de contenu aussi, de manière globale. Donc voilà, donc l'Early Access, ça nous a permis de confirmer en tout cas nos attentes par rapport au jeu, et du coup nos envies, quoi. On a mis forcément plus de ressources dessus, et Parfait. Ok. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir remettre les captures. Donc tu nous as fait l'honneur de nous apporter quelques captures du jeu tel qu'il aurait pu être. Alors, on a un petit décalage, donc tu vas pas les voir tout de suite, à moins que tu les connaisses par cœur. D'accord. En fait, voilà, ça c'est des essais de couleurs qu'on a fait avec Jérémy. Voilà. Avant de produire quoi que ce soit, on fait ce qu'on appelle des mock-ups, c'est-à-dire des faux screens du jeu. Et donc ça vient avec de la 3D. Enfin, ça peut être fait en 2D, mais moi, comme je l'ai dit, j'aime bien travailler la 3D d'abord. Donc voilà, on a fait des modèles assez succincts sur lesquels on est venu peindre par-dessus sur Photoshop, quoi. Enfin, on a trafiqué un peu, et pour avoir un résultat le plus agréable possible, et d'essayer de se projeter sur ce que pourrait être Northgard. D'accord. Donc voilà, avec des essais de couleurs, voilà, moi c'était la période Reine des Neiges, donc j'avais testé Ça vient de là. bah oui, voilà, des couleurs avec de l'herbe bien verte comme vert bleu. Une drop de référence, quoi.
Ah, ça c'était encore avant, c'était des recherches de setup carrément, donc parce que Northgard à la base était un jeu de stratégie, mais on savait pas forcément dans quel univers on allait le placer ça. Ah oui. Donc voilà, j'avais fait des essais peut-être voilà, médiévaux un peu cartoon, ou alors dans des fonds sous-marins. Voilà, comment dire, l'aspect mythologie grecque est pas surreprésenté en fait dans la production de jeux vidéo, à part God of War et un peu d'Edge of Populous. Ouais, Populous, un peu Edge of Mythology, tout ça, mais Titan Quest, mais enfin voilà, c'est assez succinct le nombre de jeux qui traitent de cet aspect-là, donc on s'est dit pourquoi pas, et puis je sais pas, mais l'univers viking, ça a beaucoup plu à Seb au départ, et puis voilà, ça a apparu comme une évidence au fur et à mesure de ce qu'on produisait. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment un processus qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que nous on répond à une demande forcément du chef du projet. En l'occurrence, Seb et Nico étaient porteurs de ce projet-là, ils avaient envie de faire un jeu de stratégie, donc voilà, on a imaginé un peu l'univers. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on le faisait, on s'est dit bah non, ça on va pas le faire, ça on va le faire différemment. Voilà, en l'occurrence, nous, on essaie, enfin Jérémy et moi, on essaie de pousser toujours vers des jeux un peu plus arty, quoi, un peu plus, voilà, avec une identité forte graphiquement. Et Seb et Nico, eux, poussent plutôt vers quelque chose d'un peu plus, je vais pas dire mainstream, mais forcément qui aurait un succès un peu plus garanti, on va dire. D'accord. Un peu moins niche. Voilà, ça c'était Far West. Moi, j'ai un rêve, c'est un rêve un peu fou, c'est de faire un jour un jeu Far West futuriste. D'accord. Ah ouais. Parce que alors ça. Cowboy versus Alien, c'est ça? Ouais, un peu, ouais. Ou je sais pas si tu te rappelles White Gun en fait sur Super NES. Oui, Voilà. oui, carrément. Et ben c'est un univers où Albator, D'accord. Ah ouais, c'est vrai. des univers un peu dérivés d'Albator. Voilà, c'est Last Frontier, tout ça, c'est des univers qui sont carrément sous-exploités dans le jeu, je trouve. Et voilà. Donc j'avais proposé ça en l'occurrence. Bon. Mais merci pour ces captures exclusives. En tout ben, cas, ça nous avec permet plaisir. de voir un peu à quoi aurait pu ressembler le jeu. Ça ne s'arrête pas, t'es toujours obligé de faire quelque chose. Donc là, je vais mettre une petite tour de défense là parce que j'arrête pas de me faire poutrer par les autres qui arrivent ici à pied pour l'instant. Voilà. On va lancer un villageois. Alors, il y a un truc quand même, c'est que la gestion, tu vas très finement parce que tu vas jusqu'à devoir dire quel villageois doit aller sur quelle tuile et du coup travailler sur ça. Ils vont pas automatiquement construire un bâtiment. Tu dois avoir des villageois affectés dans une tuile pour faire. Les villageois, c'est un petit peu une tâche. Tu gères tes villageois un par un. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de micro-gestion comme ça et dans tous les sens, un petit peu partout sur la map. Comme les gars que tu spécialises. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est la catastrophe. Et là, ouais, c'est les rats, la maladie. Il y a les rats, la maladie, c'est la fin. Non. Et justement, je t'en ai parlé un petit peu en aparté, mais moi, mon premier jeu de gestion, mon premier jeu de gestion c'était SimCity, mais j'ai passé énormément de temps sur Genesia, un jeu Amiga fait par Microids. Et quand j'ai joué à Northgard, ça m'a rappelé exactement ça. C'était vraiment un jeu comme ça. Tu gères tes villageois un par un, tu gères ta nourriture. Il y a beaucoup de micros, quoi. Ouais, c'est vraiment. Et la partie guerre arrive vraiment tardivement, vraiment très tardivement sur la fin. Et ça m'y a beaucoup fait penser. En fait, la micro-gestion fait aussi un petit peu partie du trip gestion de village, mais un peu en mode poupée, quoi, tu vois. Enfin, il y avait vraiment ce côté valorisant à voir grandir son village et gérer sa population vraiment en mode un peu God Game. Voilà, ça faisait partie aussi des prérequis, enfin ce qu'on voulait intégrer dans le jeu, quoi. Donc, c'est pas du tout anecdotique. Voilà. On nous demande combien de temps s'est écoulé entre les concepts qu'on a vus il y a 5 minutes et le jeu tel qu'on le voit aujourd'hui. 2 ans, D'accord. pratiquement 2 ans. Voilà, on a mis 1 an de prod et 1 an depuis l'Early Access. D'accord. Ah oui, donc ça nous permet de voir déjà la proportion de l'Early Access par rapport Voilà. à la totalité. L'Early Access a été assez long, mais voilà, comme j'ai dit, on a réagi par rapport à l'Early Access en proposant un jeu qui avait une plus grande envergure que ce que ça aurait dû être au départ. D'accord. J'ai perdu un guerrier. J'ai perdu un éclaireur, un guerrier, c'est la fin. Ah. J'étais attaqué partout, c'est la fin. Bon, Voilà, les c'est éclaireurs, j'ai- ça arrive. Hein. Là j'ai ma cabane, Compliqué, c'est oui. bon, ça va faire le job. Bon, tu as un peu déjà répondu, mais on nous demande combien de temps et de personnes faut-il pour faire un jeu comme ça. Donc 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans alors on est 15 dans le studio, mais on n'a pas tous bossé sur le jeu. On était en gros une dizaine à travailler, alors pas tous à temps plein,
Alors moi j'ai travaillé à temps plein dessus, l'animateur aussi, Jérémy a travaillé à temps plein dessus, pardon à temps partiel, il a travaillé sur un autre projet aussi. Voilà, on a une autre graphiste, donc Anaïs qui a travaillé sur Voland, qui a fait la partie passée des Voland 2, pardon, qui elle est une pixel artiste, donc évidemment elle avait pas trop de boulot sur Northgard, donc elle a travaillé sur autre chose en attendant. Voilà, tout le studio a pas tout le studio a pas travaillé dessus, mais voilà, il faut une dizaine de personnes, entre 10 et 15 personnes sur 2 ans. Voilà. Après, comme j'ai dit, on a quand même essayé d'optimiser la prod, de faire des choix intelligents, tu vois, sur les gabarits, on n'a pas 50 000 gabarits, sur la manière de faire des bâtiments, sur le flow de prod, etc. Tout ça, en amont, on essaie de concevoir des choses qui vont être produites rapidement, qu'on va pouvoir tester rapidement aussi dans le jeu, voilà, et qui pourront permettre d'avoir une production efficace et d'avoir un résultat quand même assez sympa en assez peu de temps. Entre guillemets. Ouais. Mais il Voilà. le faut pour des studios à taille humaine. Je vais y arriver. Les chiffres de vente, est-ce qu'on en a parlé? Vous êtes à combien actuellement? Et par rapport aux objectifs, est-ce que c'est bien? Ouais, génial, on est à, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on approche des 700 000 unités. C'est vraiment très cool, c'est un beau succès. Alors on essaie toujours de faire en sorte de rencontrer le succès évidemment, mais là voilà, c'est arrivé et c'était plutôt bien vu. Voilà. On arrive aussi dans une période creuse au niveau des RTS, à part Civ, on avait un petit peu peur de Civ qui est sorti pendant notre early access, pardon, donc voilà. On s'est dit bon, est-ce que ça va pas trop impacter les chiffres, mais non, au final la communauté est là, et puis surtout on est très content parce qu'on a des bons retours critiques, Oui. aussi bien des joueurs Oui, que de la oui. presse, et voilà, qui ont apprécié le côté un peu nostalgique, et qui ont apprécié aussi la démarche qui était relativement simple au final de C'est faire un jeu. nostalgique et rafraîchissant en Ouais, fait. c'est Parce ça. qu'en fait c'est nostalgique dans le sens où c'est un gameplay qui est quand même très fortement inspiré des choses qui existaient déjà, mais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas recroisé, donc du coup il y a cet aspect rafraîchissant par rapport à tous les RTS et les 4X qui sont passés depuis. Il y a Antoine qui nous demandait justement s'il était facile à prendre en main ou pas. C'est exactement ça, quoi. Alors la campagne, oui, t'accompagne. Surtout avec la campagne. La qui campagne t'explique- t'accompagne bien, t'as pas un tuto à proprement parler, mais c'est vraiment dans l'histoire qui va t'expliquer, t'as les conseils là que j'ai masqués tout à l'heure. Il y a des tooltips un peu partout, de toute t'accompagnent, façon, voilà. voilà. L'interface elle est assez complète, il y en a un petit peu partout autour en fait, tous les éléments autour, il y en a vraiment partout. Il faut regarder vraiment un petit peu partout, tiens d'ailleurs j'ai plus de place pour mes bonhommes. Il y a vraiment beaucoup de chiffres mais il y a tous les éléments qui sont affichés et on les voit apparaître au fur et à mesure. Ça s'enrichit au début, on n'a pas tout dès le départ, toutes les ressources sont pas là dès le début. Il y a deux campagnes, en fait, 2 histoires à faire, 2 maps à faire avant d'arriver à avoir toutes les ressources globalement. Ça continue à s'enrichir après. Et globalement, on a, alors, par rapport à d'autres jeux comme Civilization, par exemple, l'interface est quand même relativement simple. Mais comment dire, on travaille surtout sur les interactions de gameplay, c'est ça qui va faire la richesse du jeu, et aussi les différentes situations qu'on peut avoir de par la différence de map, de par l'utilisation des différents clans aussi. C'est ça qui va venir enrichir l'expérience de jeu plus que la complexité, la multiplication des interactions en fait. Oui. On a globalement quelque chose d'assez simple, mais voilà, on retrouve quand même des mécaniques un peu fun parce qu'il y a des interactions entre toutes ces mécaniques. Villageois qui foutent rien, franchement. Allez au boulot dans la mine. C'est ça. Oui, d'ailleurs c'est très pratique ce petit coin là tout à droite de l'écran qui te Pour choper montre. les unités là. Non, juste au-dessus, qui te montre Ah, là, ça. quelques événements, Vous avez un les bâtiment. villageois, Ah, ceux tiens. qui font rien, ceux qui sont malades, etc. Merci. J'ai un bâtiment en feu, tiens, je vais aller éteindre le feu. Donc pour le coup, l'interface ça a été un gros boulot, mais voilà, Jérémy a très bien travaillé dessus, et en termes d'ergonomie, c'est... Bon, il y a eu plein d'allers-retours, hein, mais c'est quand même assez optimum. Est-ce qu'il y a des codes à l'ancienne pour avoir de la nourriture infinie? Food. Ouais, il y a un mode. Il y a un mode. Il y a un mode pour développer, c'est ça, pour tester. Il y a un petit mode debug, alors je sais pas s'il est sur la version Steam, mais oui, de toute façon, nous on se sert forcément de commandes pour pouvoir tester le jeu, donc voilà. D'accord. Ouais, de toute façon, avec un jeu sur PC, tu vois, tu chopes ça en mémoire, tu peux aller modifier la valeur directement. Ça peut se faire. Moyen, ouais. Il y a moyen de moyenner. Super. Tu vois, juste pour l'anecdote, là, tu vois, il y a un brouillard, Ouais. d'un coup, qui est tombé. Toutes
tous ces petits rendus, là, le blizzard, le fog, les différences d'intensité lumineuse et tout ça, c'est des trucs qui ont été câblés une semaine avant la release. Vous êtes chaud là, tendu. Allez, on rajoute une feature juste à la fin, bam. Voilà, c'était prévu longtemps, mais voilà, comme on est tous taffés, il y a plein de boulot partout. Voilà, ça fait partie des derniers petits trucs voilà, qui font beaucoup d'effets parce que ça représente les 3 quarts de l'écran, mais qui sont câblés un petit peu à la fin et ça fait partie un peu du wow effect, même en interne. Voilà, on a il y a du fog, c'est cool, voilà, il y a des petits éclairs et tout. Voilà, ça fait beaucoup pour l'ambiance du jeu et malgré tout c'est quand même prévu assez tardivement en fait. Tu nous parlais du succès du jeu. Comment ça se passe à l'international? Il se vend bien? Sur quel marché? Ouais. Alors oui, alors je ne vais pas dire de bêtises aussi parce que je suis pas trop sûr, mais je crois que notre premier territoire c'est les États-Unis. D'accord. Et ensuite Europe de l'Est beaucoup. De toute façon, l'Europe de l'Est, ils sont énormément clients de jeux PC de manière générale, oui. Que ce soit l'Allemagne, Pologne, etc. Voilà. Si je dis pas de bêtises, actuellement on est même en train de traduire le jeu en turc. Ah oui. Donc la localisation, c'est un élément nouveau pour vous Non, Evoland avait déjà été traduit. À cette échelle-là Alors peut-être pas dans autant de langues, mais il avait même été traduit en japonais. Parce qu'on avait eu des articles, un article dans Famitsu si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y avait la presse japonaise s'intéressait quand même à Evoland, donc on l'a traduit en l'occurrence en japonais. Donc non, la localisation c'est pas nouveau, mais en effet Northgard est celui qui a le plus de langues pour le moment. Ok. Après voilà, marché asiatique je pense qu'on n'est pas trop dessus. C'est ce que j'avais demandé, parce que côté Motion Twin pour Dead Cell, il nous en avait parlé, il y a du marché chinois qui fonctionnait bien. Oui, à leur grande surprise, mais oui. Oui, voilà, c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Après, voilà, c'est le public PC. Non, c'est surtout le marché asiatique, c'est très particulier à percer. Oui. Et voilà, sur un jeu qui en plus est dans une thématique viking, donc très occidentale, voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ok. Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'ai fait le tour des questions. Tu as parlé de la date de sortie, du prix sur Steam. Le prix, on l'a pas annoncé, mais moi je l'ai acheté 28 € ou 27,99 sur Steam. C'est ça. On a fait. Après, c'est le deal de l'Early Access. Hein. L'Early Access, le jeu était un peu moins cher, forcément. C'est ça. Avec la promesse d'être un petit peu buggé ou pas fini. Bon, mais ça, c'est un peu le deal de l'Early Access. Et voilà, donc du coup, maintenant il est passé à 27 € si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 27,99. 27,99. Ça dépend des pays dans lesquels tu es, etc. Mais oui, c'est le prix. Alors, il y aura. Je crois que c'est pas définitif pour le moment, mais il me semble qu'on va prévoir du contenu un peu gratuit et évidemment du contenu aussi. Du DLC gratuit du coup et du DLC payant pour continuer à faire vivre. C'est ça. Super. Ok. Et vous avez des contacts avec des éditeurs pour des sorties boîtes ou pas du tout? Ça se fait plus? C'est le collectionneur qui parle. Non mais c'est un moyen de valoriser aussi tous les travaux design à côté d'artistes. Alors en Pologne il est sorti en boîte. Ah d'accord. Voilà. Je cherchais la version polonaise. je sais pas. Non mais alors, pour l'anecdote, on a tous été surpris parce tous. La plupart on a été surpris de savoir qu'il y avait une version boîte d'Evoland. Ah oui, qu'on trouvait à la Fnac et on n'était pas au courant. Et en l'occurrence, Northgard, il y a une version boîte. On a vu la jaquette qui est passée il n'y a pas très longtemps sur notre Slack. On communique beaucoup avec Slack en interne. Donc il y a une version boîte en Pologne. Je ne sais pas s'il va y avoir une version boîte en Occident. En Occident, en France en tout cas. D'accord. Bon, à suivre. Voilà. Faut savoir de toute façon que sur Steam, même les versions boîte, généralement il y a une clé Steam à l'intérieur, donc il y a très peu de jeux qui vendent comme ça en standalone. Non, mais c'est l'aspect collectionnite en fait, la boîte, le artwork, éventuellement une version collector, si tu peux avoir des figurines et tout ça, j'imagine que ça s'y prête bien. Si y a des modèles 3D, tu dois pouvoir faire des petites figurines sympas. Alors il y a un artbook qui est sorti. Je vais peut-être dire de bêtises, je sais pas s'il est sorti, en tout cas il est. Non, enfin c'est pas que c'est pas des infos que je dois divulguer ou pas, c'est que surtout c'est pas des phases que moi j'ai gérées ou sur lesquelles j'ai été impliqué. Donc je sais que Adrien et Jérémy ont travaillé sur un artbook donc en version des maths, ça c'est sûr, de Northgard. Maintenant je sais pas, non pas la boulette du tout, je lis le commentaire. Non c'est pas des choses que j'ai le droit ou pas le droit de dire, c'est surtout que j'ai pas été impliqué sur ces phases là, donc je sais pas où ça en est en fait, c'est surtout ça. Voilà, on a un artbook qui existe en PDF, voilà, je sais pas s'il y a une version collector qui est prévue, à quel point elle est prévue, voilà. D'accord. Ah ouais.
J'avoue que sur ces aspects-là, pour le coup, voilà, je suis pas hyper au fait. Ah, j'ai perdu mon bâtiment, j'ai pas de mettre, ouais. C'est cool. Mais écoutez, moi c'est bien. Bon, là, tu t'enlises, hein, t'as toujours pas gagné. Non, t'es pas mal, regarde, t'es à plus 12 en nourriture, plus 7 en bois. Et j'ai un truc de commerce, donc j'ai la nourriture qui Voilà. part chez les copains là-bas. Plus de la thune, tout enfin va bien, c'est la folie. tout va bien. C'est juste que quand ils vont découvrir les bateaux qui vont m'attaquer par l'arrière, là je vais faire oh putain, il va falloir sortir les guerriers dans tous les sens et tout ça. Mais voilà, tout va bien. Vous voyez, on est toujours sur de la phase de développement, on construit pas mal de bâtiments un peu partout, on va à droite à gauche sur la carte, il y a toujours des trucs à faire, même quand on construit. Et alors après, quand il y a les autres qui vont venir nous attaquer, c'est encore pire. Mais du coup, on s'ennuie pas, on n'a pas le temps de regarder trop le décor, on n'arrive pas à poser des questions, à parler pendant qu'on joue, ça c'est moi. Voilà, mais c'est super intéressant, c'est super joli. Merci. C'est, comme on le disait, c'est à la fois nostalgique et rafraîchissant. L'univers est vraiment sympa. La campagne, on se prend à l'histoire également. Ça c'est bien écrit, on a envie de se venger. Il y a des trucs qu'on retrouve avec l'univers geek, un petit peu à la Game of Thrones et tout Oui, ça. ça a été une inspiration voilà, viking évidemment. ça se voit. Et après, Fred, qui est un passionné de culture nordique, il a bien potassé ses sources et voilà, il a essayé de créer un univers en tout cas cohérent et même si on n'a pas été à fond dans le trip historique, puisqu'on a des vikings avec des casques à cornes, on a quand même, un background un peu crédible à l'histoire. Très bien, bah écoute, merci pour tout ça. Avec plaisir, merci de m'avoir accueilli. Ben voilà, j'avais pas d'autres questions. Alors, du coup, si on veut te retrouver Sur Internet. Donc je reprends ma télécommande et je fais ça. Donc on te retrouve donc sur ArtStation. Oui. Avec ton pseudo. C'est ça, iMac. iMac, donc E-Mac, M-A-K. On te retrouve également sur Sketchfab. Sketchfab, voilà, sur ce site-là, dans lequel tu vas présenter ton travail et tes modèles, hein, globalement dessus. Sketchfab c'est intéressant parce qu'en plus les modèles tu peux les manipuler en 3D. C'est ça, en fait c'est un peu comme ArtStation, c'est une galerie, mais une galerie 3D, enfin qui est propre au modèle 3D. On peut regarder les modèles, on peut regarder comment ils sont faits aussi, voir le modèle, la structure du modèle, etc. Et parfois on peut aussi télécharger des modèles si on les met à disposition. Ouais. Donc c'est un très bon outil de communication et aussi voilà, pour ceux qui se passionnent pour la modélisation 3D, ça peut être un bon outil d'apprentissage. Pour ton book, en fait, c'est un book 3D en ligne c'est ça, avec, complètement. Interactif. C'est super intéressant pour ce milieu-là. Pour nous retrouver à nous, donc les comptes Twitter, c'est en bas, vous les voyez. Donc moi, Chris Kamikas, Charlie juste après avec 2 underscores à la fin parce que sinon c'est trop simple. Voilà. Jeff qui régie. nous a magnifiquement fait la régie ce soir en gérant les caméras partout, les retours de PC et tout machin. Jeff underscore Quaderi, voilà. Alors après on fait de la pub pour, du coup comme on a parlé pour Retro Gaming, on fait de la pub pour notre émission Retro Gaming que vous allez pouvoir retrouver maintenant sur sa chaîne YouTube dédiée. Voilà. youtube.com/Retro Gaming Bros, toute nouvelle chaîne YouTube dédiée pour l'émission RGB et Retro Gaming Bros. J'ai surtout mis pour les fans des volantes qui sont passés ce soir. Voilà, allez-y, abonnez-vous. Peut-être qu'on reverra Étienne. Avec grand plaisir. Oui. Voilà, Avec des volantes de rétrofusion, pourquoi pas. C'est ça, on va sûrement reparler de ce qu'on peut faire encore d'autre derrière autour du rétro gaming aussi, entre autres. Donc peut-être dans un prochain RGB. Et du coup, en parlant de ça, prochain RGB, pour nous retrouver, ce sera chez studiorenegade.fr à partir d'avril, donc dans quelques jours. Voilà, on vous Et donne le rendez-vous prochain là-bas. RGB, donc ça sera le 10 avril normalement, je crois. Le 11 avril, un mercredi, bref. Le 11, Pour ceux qui nous mercredi suivent en direct. 11, avec une émission spéciale où on aura encore un invité, c'est la saison des invités. On va pas vous le dire ce soir, c'est. On vous le dira pas, ce soir on va garder le teasing du contenu dedans. Voilà, ça c'est le message Charlie qui me dit tais-toi, tu le dis pas. Et écoutez, merci à vous d'être si nombreux, d'être venus nous voir ce soir, d'avoir posé vos questions. Pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, n'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser. Allez-y dans les commentaires, on transmettra ou On se fera passer pour Étienne et on répondra n'importe quoi. Ça, exactement, on essaiera de faire notre mieux. Merci à vous et à bientôt. Ciao ciao. Allez, bonne soirée. Ciao. Allez.